Islam Makhachev peut-il devenir plus grand que Khabib Nurmagomedov s'il prend la ceinture des welter le 15 novembre à New York? Et peut-on considérer qu'il l'est déjà? L'UFC a-t-elle connu un combat truqué ce week-end à Las Vegas? Et que retenir du scénario de film avec IPOC incluant Ante Delija sur le même événement? Pour son 33e épisode, Aldric Enerby fait le tour de l'actualité MMA. Générique. Aldric, 33e épisode d'Aldric Enerby, un beau maillot double couleur de la Trail Sprewell après une victoire d'Enix cette nuit. Comment ça va, Aldric? Un beau maillot, une belle victoire d'Enix. On est très content, ça va très bien et toi? Ça va. Et puis un événement UFC où il y a eu plus de trucs à retenir que ce qu'on pensait. On l'avait dit. Pour ceux qui avaient regardé la preview lundi dernier, je vous avais dit cet UFC. Sur le papier, c'est pas ouf, mais ça va être sympa et moi j'ai trouvé très agréable à regarder. Ouais, 6 soumissions, enfin il y a des trucs sportivement et hors sportif aussi, on va en parler. Mais quand tu prends des mecs qui sont près du release, c'est toujours spectaculaire parce qu'ils mettent leur vie dans les combats. C'est pas inintéressant cette formule. Non, je suis d'accord. Et puis sur le hors sportif, comme chaque fois, ça devient presque une habitude chaque semaine, Aldric. J'ai sorti les règles unifiées parce qu'on a des choses à dire et j'ai fait beaucoup de recherches ce week-end. Ça m'a amusé sur les situations. Mais on commence, on vous l'a dit dans l'intro et vous l'avez vu sur la miniature, par se projeter sur l'UFC 322 le 15 novembre au Madison Square Garden de New York. C'est une des plus grosses cartes de l'année. T'as vu que BSD est repassé en carte principale, Tant comme mieux. il l'avait fait il y a 2 ans. Tant mieux, parce à que New c'est un York. signe de respect. Mais en ce moment, ils font des trucs, l'UFC un peu. Mais pour l'instant, ça passe. Franchement, il n'y a rien à dire. On en parlera sur le combat féminin de la 3e contre la 4e. Il l'a mis en prélim. Mais le combat était bien, mais le spectacle n'était pas au rendez-vous. Non. En ce moment, ils font des choix axés chauds. On voit qu'ils veulent plaire aux futurs investisseurs, Paramount arrive. enfin diffuseurs plutôt Paramount, mais ils sont critiquables, mais sur la forme, sur le fond, ils ont raison, parce que je trouve que la fight card de ce week-end, par exemple, était agréable à regarder. On va faire la preview du week-end prochain aussi, où il y a aussi un combat ranké féminin qui est en prélim. Ouais. Ça fait plusieurs fois de suite. Quand même. Après, ils font la même chose pour les flyweight hommes, donc c'est pas du machisme entre guillemets, tu vois. C'est que ce sont des KT où le KO est moins présent et donc ils favorisent le spectacle. Mais moi, à partir du moment où ils font la même chose pour les hommes, ça me dérange pas. Petite parenthèse, ça prouve quand même, parce que Manon, on l'avait pas mis en prélim pour le coup contre Jasmine. C'est ça. Et Il y avait ce respect. Elle a augmenté le ratio de KO, parce que dans ces KT, je parle homme-femme, il y a des ratios qui sont assez bas en termes de KO. Et surtout en 1 minute, c'est très rare. Et donc maintenant, elle a fait monter la moyenne. On commence par ce thème donc autour d'Islam Makhachev qui va tenter dans cette UFC 322. La carte est folle. La main card la semaine prochaine, on vous fait la preview entière. Mais le main event, il va affronter Jack Della Maddalena pour la ceinture des moins de 77 kg, des welterweight. Défi complètement historique pour Islam, qui était déjà, on le rappelle, champion chez les moins de 70. Donc je voulais faire un thème autour de Islam et Khabib. Quel est le plus grand? Est-ce qu'on peut considérer déjà qu'Islam a fait mieux en fait que Khabib? Est-ce que s'il le fait, ce sera définitivement mieux? Je te mets un petit truc historique d'abord sur la portée de ce que va tenter Islam. Ça m'a hyper intéressé de voir ça. C'est qu'il n'y a jamais eu un champion lightweight, donc qui a pris la ceinture d'abord en lightweight, puis qui est monté prendre la ceinture welter dans l'histoire de l'UFC. Ouais. On n'a que l'inverse. On a BJ Penn qui avait pris la 170 pounds avant de descendre prendre la 155 pounds. Il y a 5 champions des 155 sur les 13 dans l'histoire qui sont montés en welter. Aldric, tu veux que je te donne tu vois qui c'est? Parce que je les ai pas tous. J'en ai quelques-uns, mais... Rafael Dos Anjos. Ok. 5-6 en welter. Il commence à 3-0. Il monte numéro 2 du ranking et il fait un titre intérimaire. Mais il ne va pas jusqu'au titre. McGregor, 2-1 chez les welter. Mais que des combats contre des anciens lightweight. Pas contre des vrais welter. Anthony Pettis, 3-1 en welter. Notamment une victoire sur Stephen Thompson. J'avais pas Pettis, ok. Stephen Thompson en belle victoire, mais il se rapproche jamais vraiment du titre. Benson Anderson, 2-0 chez les welter, mais il finit son contrat UFC, il part au Bellator avant de pouvoir vraiment essayer de faire quelque chose dans la KT. Et donc BJ Penn, dont je te parlais, champion chez les welter, mais qui avait gagné cette ceinture avant celle des lightweight, même s'il montait quand même des lightweight. Ce serait donc unique dans l'histoire, si Islam Makhachev le fait dans cet ordre-là. Ça montre quand même la portée du défi, Aldric. C'est fort, hein. Georges l'a fait plus tard, mais de Walter à middle. Ouais. Et avec un petit peu moins d'opposition, soyons francs et honnêtes. Même si ce qu'a fait Georges est unique, surtout si on tient compte de l'arrêt qui avait été entre la fin de sa carrière Walter et ses débuts middle. Mais non, c'est fantastique. S'il le fait, c'est absolument fabuleux. Ouais, il marque l'histoire, vraiment. Il met un tampon sur son nom historique. J'en profite pour répondre aux questions de la commu qui me dit oui, mais non, mais quand même, il a pris de la créatine cette fois-ci. Non, il n'a pas fait une vraie montée. On en parlera avec des préparateurs physiques, parce que quelque chose me dit qu'on va en recevoir d'ici pas longtemps, Alex. Oh que oui. Mais pour faire une montée de poids de 7 kilos, même pour des athlètes de très haut niveau, il faut du temps. En quelques mois, c'est pas possible. Donc oui, il n'a pas cuté. Oui, il a pris de la créatine, je veux bien vous croire. Néanmoins, il n'aura pas le même physique qu'il a en lightweight. Il va beaucoup moins cuter et il risque, je dis bien il risque, même s'il a une force
colossal, à côté d'un vrai Walter comme Jack Della Maddalena, il va y avoir un petit gap en puissance et donc ça peut lui jouer des tours ça, sur la puissance, sur la lutte, sur le corps à corps, même si il aura certainement l'avantage parce qu'il est lutteur à la base et samboïste, mais ça peut être un paramètre important de ce combat aussi, le poids. Non, mais ça, et puis ce qu'on vient de dire, tu vois, historiquement, ça prouve que c'est pas du tout facile et qu'il y a un vrai gap. Il y a 7 kilos entre ces deux KT, c'est un vrai gap dans ces poids-là. Donc intéressant à suivre parce que c'est pas fait du tout d'avance et on vous fera la preview technique du combat la semaine prochaine. Sur ces notions de poids, tu te rappelles dans Jab Culture, quand on a fait nos cartes lightweight de rêve, toi tu avais Islam Topuria. Et on avait une déclat d'Islam qui avait ouvert la porte. Je sais pas si tu as vu qu'il a beaucoup moins ouvert la porte là, dans ces dernières interviews. Moi, je le vois pas comme ça. Tu vois, c'est bizarre, tu vois, dans l'interprétation d'un texte et ou même d'une interview, moi je le vois plutôt pour dire ouais, je peux le faire, mais il va falloir banquer très 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 fort. Tu vois, parce que moi, il dit pas je peux plus le faire, il dit je m'infligerai plus de telles souffrances. Oui, exactement, je m'infligerai plus la souffrance. Tu lis quoi entre les lignes, toi? Non, mais en fait, parce que ça me permet de rebondir sur ce que toi t'avais dit. T'avais dit, ils sont pas fous, la team d'Ilia. Ils vont pas aller faire ce gap-là physique et ils vont plutôt demander à ce que l'autre, Islam avait dit je suis qu'à 60% quand je cut en léger, ils vont plutôt avoir ça pour avoir l'avantage, la team Ilia. Mais en fait, tu peux avoir l'inverse, la vue inverse. Il y a qu'Islam qui dit moi, on peut le faire ce gros fight, mais il faut que l'autre y monte. Parce que là, j'aurai un avantage physique sur lui. En fait, Alex, ça va dépendre. Et là, par contre, je peux pas te répondre. L'UFC va se positionner. Oui. Ils vont donner raison à un des deux. S'ils tirent tous les deux la couverture à eux, tu as Hunter et Dana qui vont se positionner, ils vont forcément en défendre un. Il faudra voir quel côté ils choisissent. S'ils préfèrent privilégier, ils vont dire à Islam, bon, on rajoute des sous, mais tu descends. Et s'ils veulent favoriser Islam, ils vont dire, on rajoute des sous, mais tu montes. Je ne peux pas te dire, ça dépend de ce qu'eux veulent aussi. Ouais, et ça peut dépendre, en vrai, ça peut dépendre du 15 novembre aussi. Ah oui. C'est-à-dire que Islam perd. T'as quand même plus de trucs de se dire vas-y, je peux redescendre, aller rechercher la ceinture. Par contre, il gagne. On connaît les envies un peu de grandeur de Topuria. Peut y avoir un délire total de Topuria de dire je vais chercher une 3e ceinture. Surtout si l'UFC aligne les pesos en face, tu vois. Donc on verra. T'as raison. Mais de toute façon, cette KT, que ce soit les filles flyweight ou les garçons Walter, elle va considérablement se modifier dans 2 semaines. Donc il était sage d'attendre pour faire l'analyse de la catégorie Walter, effectivement. Exactement, ce sera notre prochain matchmaker dans quelques semaines. On revient sur ce débat, donc Islam ou Khabib. Aldric, je te mets un peu de contexte et ensuite je te lance le débat et je te laisse me répondre. Islam, 27-1 en carrière, 16-1 à l'UFC. À l'UFC, c'est 3 KO, TKO, 8 soumissions, 5 décisions. Il a 15 victoires de suite, il peut faire la 16e là, ce qui égalerait Anderson Silva. Pour l'instant, il est 2e dans l'histoire, égalité avec Kamaru Usman. Côté Khabib, 29-0, 13-0 UFC, 2 KO TKO, 5 soumissions, 6 décisions, 3 bonus. D'ailleurs, j'avais noté, Islam, c'est 6 bonus sur ce run-là. Il a plus de combats aussi, Islam. Le run UFC d'Islam, Leo Kunt, Adriano Martins, qui est la défaite, on s'en souvient, Chris Wade, Nick Lentz, Gleison Tibau, qui est leur seul combat en commun. Alors, pas du tout à la même époque, il y a 6 ans d'écart entre les deux. Lui, il le mettait KO round 1, on reverra ce qu'a fait Khabib. Quelque chose me dit qu'on va en parler un jour dans Jab Culture. Oui, il va y avoir un Jab Culture sur ce combat-là, tu le sais. Kajan Johnson, Arman Tsarukyan, Davi Ramos, Drew Dober, Thiago Moises, Dan Hooker, King Green, Charles Oliveira, Alex Volkanovski x2, Dustin Poirier, Renato Moicano. Le run UFC de Khabib, Kamal Chalorus, Gleison Tibau, donc juillet 2012, alors que c'était en janvier 2018 pour Islam. Décision unanime très controversée, c'est pour ça qu'on va vous le rejuger un jour, ce combat-là. Très. Kamal Chalorus, par contre, pour ses débuts à l'UFC, c'était dur. C'était un gros lutteur de l'époque. C'était pas un cadeau du tout qu'il lui avait fait. Non, parce que tu as raison de le préciser, parce que c'est pas un nom qui est forcément connu par les gens qui nous écoutent, mais en effet, c'est pas du tout un début facile, entre guillemets. Derrière Tibau, Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Illy, Rafael Dos Anjos, Darrell Orcher, Michael Johnson, Edson Barboza, Al Iaquinta, puis on entame la série là. Iaquinta, il prend le titre, Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje. Il aura quand même manqué Tony Ferguson. Ils ont essayé de le faire 5 fois et ça n'a jamais pu arriver. Donc la comparaison, Islam, dans les interviews qu'il a fait cette semaine, il l'écarte un peu. Il dit on est des frères. D'ailleurs, on a vu, ils se sont retrouvés là. Khabib est arrivé à New York, ça se chambre. Il y a une amitié, c'est plus qu'une amitié entre ces deux-là. Donc lui, il dit c'est stupide comme question, je veux pas. Mais je trouve que c'est plus intéressant que lui le pense. Et dans tous ces débats de GOAT qui intéressent toujours nos auditeurs, c'est marrant d'avoir nos réponses là-dessus. Là, à brûle pour point, avec ce contexte que je t'ai mis, tu mets qui devant? C'est qui le plus grand? Pour moi, au moment où on se parle, c'est à peu près kiff. Ça va dépendre de la suite, parce que Khabib n'est jamais monté.
Voilà, parce que je trouve que ça, Conor d'un côté, Volka de l'autre, tu vois, même si c'est pas tout à fait les mêmes contextes et les mêmes KT, c'est Volka qui montait. Globalement, là, oui, il y a eu un revers pour Islam, il n'y en a pas eu pour Conor, mais l'adversité, elle est un petit peu plus importante pour Islam. Donc, Ouais. très objectivement, avant le combat de New York, ça se vaut. Ça se vaut. Par contre, Ouais. il fait une grosse. S'il prend la ceinture welter, c'est réglé. Ah bah évidemment, Ouais. pour moi. Il n'y a plus de débat. Après, Khabib sera toujours, ne serait-ce que, c'est Conor qui l'a amené à ce niveau de légende. Hein. On peut le détester, mais c'est quand même Conor qui l'a amené à ce niveau-là d'exposition médiatique. Cela étant, il a son zéro qui sera ancré à vie et qui va être de moins en moins facile parce qu'on voit que le sport il évolue tellement que tu peux te faire accrocher sur une carrière. C'est pour ça que le combat contre Gleison Tibau, il est important. C'est ça. Parce que Il aurait changé la dimension du truc. c'est S'il quand se fait même- accrocher par Gleison, t'imagines la C'est suite? un des gros arguments qui est utilisé par beaucoup de gens et je le comprends. Faire 29-0 en MMA, c'est une dinguerie. Même si, gros bémol sur son début de carrière. Le début de carrière de Khabib est quand même il y a beaucoup moins d'adversité que celui de Islam, hein, qui a pris des Barnaoui à l'époque, Ouais, où je suis c'était d'accord très avec chaud. Si tu prends c'est aussi pré-UFC, moi je mets Islam devant Ouais, sur ouais, l'adversité je suis d'accord qu'il a avec toi. affronté. Mais ce zéro, ça fait partie des gros arguments pour mettre Khabib, si ceux qui le mettent toujours devant. Ça change tout, Gleison Tibau, Aldric. Je suis d'accord. Le combat de Gleison change tout et le fait qu'il soit jamais monté au-dessus change tout. Islam, il le fait. On va dire qu'il se met quand même beaucoup plus en danger que ne l'a fait Khabib, même si Khabib sera toujours une légende. Parce que là, on est en train de parler sportivement. Ok. Il y a quand même un truc qu'il faut aussi dire, et c'est côté Khabib, il a été mis nettement moins en danger, quoi. Je crois que de tête, il perd. Alors, pour moi, il perd aussi des rounds contre Thibaut qui ne Oui, sont pas on est mentionnés. d'accord. Mais on va laisser ce combat de côté, où il perd pour moi au moins 2 rounds contre Gleison. Mais ce n'est que mon avis. On verra le tien quand on fera le jab culture là-dessus, parce qu'on le fera. Après, il y a un round Conor Ouais. et un round Justin. Je crois de tête que c'est le 3e contre Conor et le premier contre Justin. Ouais, il y a une domination incroyable. Voilà, donc il a perdu, le gars, en fait, allez, maxi 4 rounds à l'UFC si tu n'aimes pas le combat contre Thibaut. Et si tu t'en regardes strictement à ce que les juges ont déclaré, il a perdu 2 rounds. Donc ça, il faut le tenir. Il n'y a pas que le zéro, il y a sa domination aussi. Ses game plans. Son striking, on aime ou on n'aime pas, mais il a toujours mis beaucoup d'intensité, tu vois. Oui, c'était plutôt sambo. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, il ne sait pas boxer. Non. Ils ont tous les gens qui viennent du sambo, ils ont toujours eu des styles un petit peu Fedor jusqu'à ce qu'il aille faire ses camps en Hollande. Sur la fin de sa carrière, il avait un style aussi un peu à la Igor Vovchanchyn pour les anciens. C'est du sambo. Ils vont chercher beaucoup d'angles, mais c'est pas l'anglaise comme toi tu aimes ou le muay thai comme les gens qui regardent le Glory aiment. C'est quelque chose de différent. Ouais, complètement. Qui tient compte des petits gants, qui tient compte des coups de tête en sambo aussi. Tu vois, c'est un peu Donc c'est un style qui spécial. visuellement va pas être très léché. Les gens très qui joli. regardent ça en Russie, ils ont l'habitude. C'est ça la norme chez eux. Nous, qui avons une culture anglaise muay thai, on n'aime pas. Ouais, je suis vois. d'accord. Donc il faut aussi prendre ça en considération. Sa domination, elle est phénoménale. Ah, mais c'est un des points que je voulais aborder dans cette comparaison, mais tu as raison. En fait, c'est quand même un gros argument aussi pour Khabib. Tu savais ce qu'il allait faire, et il dominait tous les mecs quand même. Ouais. Il dominait avec... Tu avais beau me dire sur le game plan, je sais exactement ce qui va se passer, eh ben ça se passait. Islam semble plus, tu vois, on l'a vu contre Volka, qui venait des featherweight, où il est très malmené dans le premier combat. Il semble plus touchable. Il semble plus, tu vois, on sent qu'il est plus prenable quand même que Khabib. Si on devait faire un court raccourci et vulgariser un peu tout ça, je pense qu'Islam, il a le même niveau. Tu vois, j'ai bien aimé, moi, cette phrase de c'est quoi, c'est Oumar qui, après sa prestation un petit peu en demi-teinte, qui dit la différence avec mon oncle, c'est que lui, il était investi à 100% dans le MMA. Tu sais, moi, cette phrase, elle m'a marqué. Et en fait, je pense qu'Islam, il a le même degré d'investissement. Mais cette nouvelle génération de Dagues qui veut aussi boxer, ça fait qu'ils sont plus battables, entre guillemets. Mais en même temps, c'est pas un choix. C'est une obligation, Alex. Parce que je pense vraiment qu'à l'époque de Khabib, à part Georges Saint-Pierre, qui n'a jamais affronté, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient lui tenir la dragée haute en lutte. Parce que globalement, le niveau de lutte, il était moins fort, à part quelques Américains. Et on sait qu'ils se piquent vite au jeu, les Américains. C'est-à-dire que tu as des lutteurs de formation comme Justin Gage, ils voient qu'ils prennent des bonus, ils laissent un peu cette lutte de côté dans le chemin de victoire et ils font que des guerres. Khabib, il n'a jamais cédé à ça. C'est-à-dire que le chemin de victoire, c'est faire tomber, tabasser. Je fais tomber et je tabasse. Il n'y a pas de compromis lié à l'argent ou au spectacle ou à la legacy. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, il l'a fait à son époque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faisable? Moi, j'ai un petit doute. Parce que je trouve que le niveau de scramble et de lutte a vraiment, Je suis vraiment complètement d'accord. augmenté, tu vois. Et c'était une de mes questions, mais Islam pourrait pas faire du Khabib aujourd'hui. S'il avait le même game Pas à plan, ce ce niveau. serait compliqué.
pas à ce niveau. Je pense que quand tu arrives en lightweight ou en welterweight à l'UFC, tu peux. Mais je pense qu'arriver au top 10, c'est plus compliqué quand même. Et tu vois, sur un Jack, je suis persuadé, là, moi, ce qui m'excite le plus, c'est la transformation. Parce qu'on sait qu'il travaille depuis un petit moment avec des grands professionnels comme Greg Jones, comme d'autres. Et c'est cette transformation du scramble qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il garde son niveau de dangerosité debout. Et sur le papier, il est plus difficile à amener au sol et à garder au sol. Et ça, avec l'application de la nouvelle règle, parce qu'en fait, ça avec la nouvelle règle, tu vas me dire, mais Alric, ça fait depuis 2017, quelle est la nouvelle règle? L'application de la nouvelle règle. C'est-à-dire que tu as vu, là, quand on va parler de l'UFC, il y en a qui ont essayé de faire un peu du laine près, il y a un juge qui est tombé dans le panneau, mais pas les deux autres. Aujourd'hui, tu peux plus le faire. Si tu gardes pas le mec au sol et si tu le tabasses pas, ça ne marque plus de points. Donc le contexte est aussi plus difficile. Almeida Volkov, Almeida Volkov, ça c'est symbolique de ces trucs-là. On continue dans ce débat-là sur des chiffres. C'est les deux qui ont le plus de victoires. Moi, je l'ai dit, il y a eu 13 champions des moins de 70 dans l'histoire de l'UFC. C'est les deux qui ont le plus grand nombre de victoires dans des combats pour le titre. 5 pour Islam, 4 pour Khabib. Khabib, il a le record du règne le plus long, 1077 jours. Par contre, Islam, il a le record du nombre de défenses, puisqu'il en a 4. Il en a une de plus que Parce que Khabib, il combattait pas très souvent. Remettons le contexte. Oui, sur la fin, c'était une fois par an, en gros, sur les 3 dernières défenses. Ils ont tous les deux 3 soumissions dans des combats pour un titre léger. C'est qui le run de champion léger le plus impressionnant? J'ai l'impression que Khabib, il y a quand même plus de noms. Quand t'enchaînes Conor, Dustin... Volkanovski, c'est un super nom, mais il vient des Feather. T'auras toujours cette petite astérix quand même. Non, mais sur la légende, Conor, Justin et Dustin... Ouais. C'est beau, la brochette, elle est belle quand même. Ouais, je suis d'accord. Surtout, il finit tout le monde. Il y a Charles pour Islam, qui est bien aussi quand même, qui sortait de son run impressionnant. Mais c'est un peu au-dessus, celui de Khabib, je pense. Pour le moment, c'est ce que je dis. Ça s'équilibre pour le moment. Tu as des avantages sur un. Non, je parle de ce run lightweight parce que peut-être qu'on ne reverra jamais Islam chez les lightweight. Donc on peut déjà juger leur run à tous les deux. Les noms, je pense, avantage Khabib. Ouais, quand même. Parce que rien que Conor, il faut resituer, c'est le Conor. Même si c'était peut-être moins entraîné, je sais pas, il y en a qui essayent souvent de revenir sur le combat, dire oui, il n'a pas été sérieux. Je m'en fous, c'était Conor. C'était le Conor Prime de cette époque, tu vois. Et il l'a monté en l'air. Donc rien que pour ça, petit avantage en lightweight sur Khabib. Ouais. J'aurais quand même aimé voir Conor pré-Mayweather, pré-pétage de plomb avec l'argent. Ça aurait été le Conor fin 2016, quand Khabib fait Michael Johnson et que lui fait Alvarez au Madison Square Garden, si tu le fais dans les 6 mois qui suivent, le combat il est fou. Le combat il est fou. Vraiment. Le Conor de ce niveau, j'aurais bien aimé voir. Après, je pense qu'il avait pas la lutte. Il n'avait pas la lutte pour. C'est un mauvais match-up pour lui. Il fait un formidable premier round, mais je pense qu'en termes d'énergie, là, pour moi, il n'était pas prêt à 100%. Ça lui a coûté 80% de son énergie, mais rien qu'à 50%, sur les 5 rounds, je pense que ça aurait fait la diff, tu vois. Ouais, il aurait fini par faire ce qu'il lui a fait, quoi. En fait, peut-être plus tard, un petit peu plus tard. Les paroles au lieu de 4e. Les paroles d'Oumar, elles sont vraies. C'est vrai que des fois, avec l'argent, avec la fame, tu as un peu plus de mal à retourner à la salle et à travailler très dur, tu vois. Et je pense que de ce côté-là, les Dagestanais, les Caucasiens en général, ils sont pas imbattables. Mais il faut trouver la motivation pour faire la même chose qu'eux. Voilà. Dernier point, petit point statistique historique, parce que tu sais, c'est comme nous avec l'anglaise, quand on parle des anciens, des Sugar et Robinson. Dans 50 ans, il y aura toujours le MMA. Et les gens auront peut-être pas vu tous les combats de notre époque qu'on a vus, mais ils regarderont des stats. Le règne pound for pound numéro 1. Islam, il a eu 602 jours. Entre le 7 novembre 2023 et le 1er juillet 2025, où Topuria lui repasse devant. C'est le 3e plus long en combiné derrière John Jones et Demetrius Johnson. Et c'est le 2e plus long solo derrière les 659 de Jones, juillet 2013, avril 2015. On rappelle que les classements UFC, ça a débuté début 2013. Donc il n'y avait pas dans toute la période avant. Et Khabib, il l'est une fois aussi. Ça débute le jour de son dernier combat contre Gaethje, 26 octobre 2020, enfin 2 jours après. Et il reste 148 jours. C'est le 9e plus long en combiné, 5e plus petit en solo. Il demande la place à Dana au micro, mais en fait il est déjà retraité, donc c'est aussi pour ça qu'il s'arrête très vite. Mais c'est des trucs qui compteront peut-être statistiquement plus tard quand tu regardes. Là aussi avantage Islam. Hein. Ouais, oui, avantage Islam. L'autre point, on sort du sportif, tu l'as déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure. Je pense que c'est un gros point pour Khabib, c'est l'influence, la popularité. C'est quand même un mec qui est... Et d'ailleurs tu le vois, comme Oumar en parle, comme Ousmane en parle, comme Islam parle de lui. Alors il y avait Abdul Manap, le regretté papa de Khabib, mais c'est lui de cette équipe, c'est lui le patron, c'est lui le patriarche, tu vois, de ce groupe-là. Alors qu'il n'est pas beaucoup plus vieux qu'eux, mais tu vois, c'est la figure tutélaire. Alex, tu sais, moi je l'ai croisé pas mal de fois à l'UA Warrior et sur les UFC à Abu Dhabi. Il faut voir le mec, c'est le président de la République en fait.
Tu sais que c'est lui qui a mis un satellite au-dessus du Daghestan pour qu'ils aient une bonne raison, un beau réseau téléphonique. Son téléphone, quand tu le vois à côté, son téléphone, il sonne toutes les 5 minutes. Il ne s'arrête jamais. Il est sollicité par le monde entier, ce mec-là. C'est le président. Là-dessus, franchement, et je sais qu'Islam, qui a plus. C'est pas qu'il est plus égoïste, c'est juste qu'il est plus humain. Il est moins dévié aux autres, il aime faire de la bécane, tu vois. Donc là-dessus, ce sera toujours. Plus fun, hein. Ouais. Même en interview, quand tu le vois, quand il se marre avec DC et tout, un peu plus fun. Bah, Pendant son run, Khabib, c'était quand même très carré. Mais Khabib, je me demande si un jour, si ça faisait pas partie de la Russie, le Daghestan, mais il aurait fini président. Vraiment, tu vois, c'est un mec à qui on demande beaucoup de choses. Et voilà, mauvais réseau téléphonique au Daghestan, lui, il a changé le truc. Il a mis un satellite dans l'espace. Tu vois, donc voilà, c'est le président. Tu peux rien dire là-dessus. Et là-dessus, il n'y aura jamais de changement. Autre chose importante, Islam, il n'aura pas son Connor. Tu t'en parlais tout à l'heure, à quel point ça change aussi la vision. Ça peut être Ilya, mais peut-être que dans 2 ans. Mais tu te rappelles comme Connor est haut à ce moment-là, c'est une superstar mondiale. Mais s'ils s'affrontent dans 2 ans, et parce qu'Ilya, il peut avoir changé le game en 2 ans, tu vois. Ça dépendra de ce qui va se passer. Au moment où on se parle, il a pas son fin 2025, il n'a pas de Connor. Je suis d'accord avec toi. Et après, en 2027, tu sais, ce sport, il va vite quand même. Ilya, il fait 2-3 dingueries à 70. Peut-être qu'il devient aussi populaire que Connor. Surtout, je pense vraiment que le Paramount, il va changer le monde du MMA encore. Parce que l'accès... Là, aujourd'hui, moi, je râle auprès de mes athlètes, certains. Je dis, mais les gars, vous n'avez pas de culture, vous regardez les combats. Et ça reste... Alors, nous, on a beaucoup de chance en France et ils sont inexcusables. Je le dis droit à la caméra, ils sont inexcusables. Parce qu'à 10 balles par mois, RMC ou 15 balles ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. C'est pas excusable. C'est pas excusable. Mais néanmoins, c'est de l'argent. Et les gens, ils ont un peu tendance à me dire, ouais, ben, je m'abonne pas, tu vois. Et moi, mes gars, ils regardent pas tous les UFC. Et ce sont des professionnels. Et je pense qu'aujourd'hui, en dehors de la France et de quelques pays, devoir payer 85 balles, 100 balles le pay-per-view, ça enlève une partie de la fanbase, tu vois. Je pense qu'on peut faire des chiffres encore plus fous. Et Paramount va faire exploser tout ça. Moi, j'y crois. Je pense vraiment que les Américains, ils vont lâcher un peu le catch qui est... Alors, c'est pas gratuit le catch, mais c'est sur des chaînes plus accessibles. En dehors des États-Unis, c'est sur carrément Netflix, tu vois. Et je pense que cette popularité du catch, elle va dévier sur le MMA à partir du moment où ça va être moins cher. Là, ça reste un produit de luxe, tu vois. Il y a des mecs qui seront sur Paramount parce qu'ils y ont été pour des séries ou des films et qui vont un jour cliquer sur le truc et découvrir ça. T'as compris. Alors qu'ils n'auraient pas fait l'effort d'aller payer 85 €. L'audience South Park, t'imagines l'audience South Park? Elle va avoir le MMA. Tous ces jeunes, ils vont... Alors, c'est déjà en France le sport le plus populaire entre les 18 et 25 ans. Mais je pense qu'au niveau de la... Aujourd'hui, tu regardes les comptes Insta, à quelques exceptions près, c'est pas encore la folie, tu vois. Et je pense que dans les 2 ans qui suivent, ça peut exploser. Je te suis complètement. Pour finir sur ce débat-là, global, en fait, moi, je te donne ma conclusion de tout ça et tu me donnes la tienne. Je fais souvent des différences. Je les faisais avec Baba à l'époque. C'est lui qui m'a sorti cette formule. Tu as la différence entre le plus grand, the greatest, et le meilleur, ou le meilleur run. Je pense qu'Islam, à l'heure où on parle, avant même d'aller essayer de prendre la grandeur en plus de cette ceinture welter, je pense qu'il a le meilleur run de carrière globale. Plus d'adversité, des meilleurs noms au global, tu vois. Un run quand même, voilà, équivalent, tu vois, chez les légers. Je mettrais Islam devant. Par contre, le plus grand, c'est Khabib. Des deux. Parce qu'il y a tout ce qu'on vient de dire aussi autour. Ça dépasse le simple cadre sportif. Ce mec, c'est une figure, comme tu dis, c'est le président, quoi. C'est un truc à part. Après, tu as raison, mais il faut quand même... Khabib et Conor, en fait, ils se sont tirés les deux vers le haut. Si Conor, il est arrivé à ce niveau de légende, c'est aussi avec les embrouilles avec Khabib, tu vois, qui était déjà très populaire. Même si à cette époque-là, il était plus populaire dans l'Est de l'Europe, tu vois. Et je trouve que Islam, déjà, il a fait quelque chose de grand. Il est sorti de l'ombre. C'est le seul. C'est vrai. Tu vois, tous les autres mecs qui viennent du Daghestan, c'est encore Team Khabib et tu le vois très simplement. Quand ils ont fini un combat, on interviewe qui? Il y a toujours au PFL, c'est impressionnant c'est impressionnant quand c'est Ousmane. Il Et est toujours à côté et puis tu sens que l'intervieweur il zappe ces 2 questions à Ousmane et il dit attends, donne-moi le mec que je veux vraiment interviewer. Pour ceux qui sont à l'UFC, la présence de Khabib, elle est fortement recommandée, tu vois. À part pour Islam. Aujourd'hui, Islam, il est sorti de ce système. Oui, il reste coaché et entraîné par Khabib et tout ça. Mais tu sens quand même que c'est une star à part entière. Donc voilà, rien que pour ça, déjà, la diff, elle est faite. Et tu sais que c'est aussi la conséquence d'un truc quand même. C'est que les autres, Ousmane, Oumar, tu vois, les figures qu'on connaît le plus de ce groupe-là, il y en aura d'autres qui vont arriver plus tard. Mais ils ont le même nom que Khabib.
C'est plus difficile de sortir de l'ombre quand t'as le même nom. Moi, je te dis franchement, je trouve qu'ils sont pas assez bons, tout simplement. Aussi, là, je te suis, suis à 100%. Mais tu vois, ça aide pas. Parce que tu t'appelles Nurmagomedov, donc le parallèle est direct. Quoi. Ça aide pas d'un côté, mais regarde, il y a plein de gens qui nous disent oui, mais si Ousmane il sort, il va direct pour le titre. Tu vois, t'as raison. Pour les fans, il y a plein de gens qui les voient beaucoup plus haut qu'ils ne sont. Parce qu'il s'appelle Nurma, tu vois. Donc je pense que c'est bien. Ousmane, il s'appelle Ousmane Magomedov, il n'y a peut-être pas le même degré de. Où il est. Il va Moi, tout déchirer. Je suis juste curieux de dire où il est. Ouais, t'as raison. Et dans les yeux des fans, c'est peut-être ça aussi. Ça joue. Tu vois. C'est aujourd'hui, et je te fais un comparatif vite fait parce que j'ai reçu plein de questions. Oui, mais Aldric, t'as occulté volontairement le combat de Eiji Makni contre Hughes et tout. Ça, et on me l'a envoyé par Insta, on me l'a envoyé sur YouTube. Bah oui, je l'ai écarté, c'est une split. Et franchement, c'est serré. Moi, mon avis. Et je vais prendre un truc, tu vois, j'ai un lion tatoué sur la gorge, et ben je vais prendre l'exemple du lion. Pour moi, aujourd'hui, une partie du PFL et du Bellator, c'est comme s'il y avait des lions, mais qui étaient un petit peu sous antibiotiques, tu vois. Et de temps en temps, on leur ramène un lion blessé de l'UFC. Et voilà, je suis un peu méchant, mais c'est vraiment ce que je pense. Aujourd'hui, le haut niveau, c'est l'UFC. Me cassez pas les pieds avec les autres trucs, c'est pas le haut niveau. C'est pas vrai. Et il faut que tu prouves là-bas pour... Voilà. Montre-moi à l'UFC ce que tu fais. Parce que pareil, Eiji Makni, j'adore. Hein. Techniquement, c'est un bijou. Il fait des trucs fabuleux en lutte au sol. Mais qu'est-ce qu'il... à l'UFC, on a vu ce qu'il fait. Ah. Pour le moment, la seule chose... Alors, c'est que Pachimix. Peut-être que... En plus, il est dans une sale courbe en ce moment. Tu as vu qu'il a le combat en France qui vient de passer en défaite. À l'UFC, il est sur 2 défaites, même si la dernière est controversée. Mais pour le moment, ma théorie du lion sous antibiotiques, elle n'est pas si déconnante, tu vois. Parce que je suis désolé, mais pour l'instant, c'est pas la même adversité. Non, je te suis. Et ça n'empêche pas de voir que les mecs ont du talent. Mais évidemment. Et de se dire que les mecs pourraient être haut placés à l'UFC. Mais il faut le prouver dans les faits. Montre-moi. Et tu l'avais déjà dit aussi, important, c'est aussi différent quand tu as vu un mec à l'œuvre à l'entraînement ou de tes yeux. C'est pas la même chose à l'entraînement et en combat, Alex. Le cap la préparation mentale. Mais tu peux mieux voir son potentiel. Bien sûr, évidemment. Je pense à ça là, puisque tu l'avais vu à l'entraînement. Mais parce que ça là, il n'a pas ce blocage. Tu as aussi des mecs qui sont terribles à l'entraînement. Et dans le combat, tu dis, mais. Ouais. Exemple, Phil Hawes. Pour ceux qui sont déjà allés à Kill Cliff, il jette tout le monde en l'air sur le tapis. Et en combat, il fait pas. Donc, il y a plusieurs paramètres, mais déjà, tu as raison. L'indicateur de l'entraînement est déjà un bon indicateur. Pendant longtemps, il y avait ce qui tournait beaucoup sur Nassour. C'était qu'à l'entraînement, c'était bête et qu'il n'arrivait pas dans la cage. Il a mis des années à se libérer. Là, maintenant, clairement, il est devenu le Nassour qui doit devenir. Mais tu vois, il y a des fois du temps avant de se débloquer. Moi, j'ai aucun doute qu'Ousmane va être une légende parce qu'il est bien entouré, bien conseillé. Il s'entraîne avec les meilleurs au monde. Je n'ai pas de doute, mais nous, on fait un podcast avec une temporalité. Et on parle du moment présent. Tu sais que tu parles d'entraînement, s'entraîner avec les meilleurs au monde, mais j'ai vu un mec parler de ça là sur les réseaux. C'est vrai que quand tu vois les camps de ces mecs-là, ils ramènent quasiment jamais des sparring de l'extérieur. Ils restent entre eux en fait. C'est ça. Pas besoin de ramener un mec qui ressemble à notre adversaire, on reste entre eux. On va quand même je dis pas un petit peu de silence là-dessus. Ils ramènent, mais ils cachent. Ok. On a vu. C'est pour ça que c'est intéressant de te demander ce que tu en penses. Moi, j'ai vu Islam s'entraîner avec des mecs du jiu-jitsu brésilien, avec des Fabricio Verdum, avec des Roger Gracie, avec des mecs spécialisés en anglaise, mais ils font pas de vidéo là-dessus parce que on reste très sambo, très clanique au niveau du truc. Ils le font. Je sais pas si Khabib le faisait par contre. Ça, j'ai pas d'infos là-dessus. La photo de fin d'entraînement, on garde le groupe originel. Quand on fait du jiu-jitsu avec des stars mondiales, on montre pas. On paye, il n'y a pas de problème, mais on montre pas. Quand on fait de la boxe avec des experts mondiaux, on paye, mais on montre pas. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je les ai vus, ces trucs-là. Je ne vous demande pas c'est pas on m'a raconté. Je les ai vus. Néanmoins, je te crois amplement, on reste... voilà. Après, c'est aussi leur ligne directrice, tu vois. C'est promotion du sambo. Donc, c'est leur gamelle à eux. C'est pas totalement illogique. Non, on peut comprendre aussi. Et j'ai 2 derniers trucs sur lesquels je voulais t'interroger autour de Khabib, parce que j'ai vu 2 déclats un peu dinguerie cette semaine. Enfin, je voulais ton avis. Et ça va me permettre d'introduire... de teaser un peu quelque chose qu'on va faire dans Jab Culture bientôt. La première, c'est Kamaru Usman et Henri Cerudo dans un podcast qui disent que Khabib aurait battu Alex Pereira à 185. Salut, je te dis franchement, c'est possible. Donc à moins de 84. C'est possible. Parce que vraiment, la lutte et les scrambles de Pereira, on est ceinture bleue. Tu crois qu'il peut ragdoll Pereira malgré la différence physique à 185 Pourquoi pas mais en fait, la lutte, c'est tellement un sport important. Et le poids, bien sûr, qu'il fait à haut niveau. Tu vois, je reprends souvent Vous m'avez entendu le dire 3 ou 4 fois pour ceux qui me suivent depuis 4 ou 5 ans. À l'INSEP, 10 kilos d'écart, tu luttes pas. Mais ça, c'est avec du haut niveau, avec 2 mecs qui savent lutter. Là, il y a tellement d'écart. Pereira, il sait tellement pas lutter.
Franchement, c'est possible. Ça a l'air fou de dire ça comme ça, mais il y a tellement d'écart de lutte que c'est très possible. Et Cerudo, il rajoute, il dit il l'a vu à l'entraînement contre des heavyweight ou light heavyweight, contre moins de 93 ou poids lourd, et il dit vu ce qu'il leur a fait, j'ai aucun doute qu'il ferait ça à Pereira. Là-dessus, je valide. Ça, je peux le suivre aussi. En plus, cette lutte russe, et j'en parlais avec j'ai pas mal d'amis dans la lutte française, Didier Ouedraogo et consorts, et Constantin Cristea aussi. Et en fait, cette lutte américaine, elle est basée vraiment sur le physique. Ils ont caisse phénoménale. Ils n'arrêtent pas de te tirer la tête, tirade. Ils sont capables d'attaquer aux jambes à de nombreuses reprises. Et c'est une lutte qui est bien sûr basée sur les drills, mais qui est très physique. On a notre lutte française qui est ce qu'elle est, mais qui est aussi technique quand même. Tu vois, on a des vrais... Les frères Guénaud et consorts, on a une lutte quand même solide, même si on n'est pas au niveau des meilleurs mondiaux. Et cette lutte russe, elle est réputée, Alex. Cette lutte russe, elle est réputée. Caucase, Géorgie, ça lutte. Et ils ont une lutte très fine, très technique. Et on ne peut pas leur enlever ça. Et donc, plus tu as une lutte technique, plus tu es capable, effectivement, de lutter avec des gros. Et oui, ils sont capables. Et puisque il fait partie des deux noms qu'on a cités, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'Islam va tenter un truc historique, avoir été champion en lightweight, puis aller champion chez les welter dans cet ordre-là. À l'époque où il est champion lightweight et où il prend sa retraite, Khabib, le champion, c'est Kamaru Usman. Il se passe quoi s'il monte ? Bonne question. C'est Kamaru Usman prime à ce moment-là. Enfin, c'est la meilleure version. Je pense que déjà, ils étaient managés par les mêmes personnes à l'époque. Je pense qu'ils se sont entraînés ensemble. Compliqué Kamaru prime, hein, parce qu'en lutte, il était vraiment fort. Sa bosse l'anglaise sévère à cette époque aussi. Il y a une vraie différence de gap, même si Khabib il était capable de faire 70. On sait qu'il était gros hors combat. Mais je te dis, c'est pas que la taille, c'est aussi la force. Donc, je pense que globalement, il est meilleur en lutte que Kamaru. Kamaru, il est dur à bouger quand même. Tu vois. C'est dur. Donc, moi, je t'aurais mis un 51-40 ou 52-48 Khabib. Ouais, je le mets quand même parce favori. que le nom, parce que aussi la préparation. Ouais, sans doute. Les sacrifices. Je te dis, ce mec-là, il est incritiquable. Moi, ça reste une référence parce que le niveau de préparation, le niveau de cardio dans lequel il allait, et jusqu'à où, tu sais, parce qu'il y a la donnée scientifique. Ouais, ma VMA, c'est tant, machin, c'est tant. Mais en fait, ces mecs-là, ils sont capables d'aller jusqu'à la mort. Ils lâchent pas. Tu vois, mentalement, ils doivent rester 3 minutes à pulse max. Ils restent 3 minutes à pulse max. Même si scientifiquement, c'est pas possible, ils sont capables de le faire, eux, tu vois. Et donc voilà, il y a ça aussi. Il y a ce degré de sacrifice. Et ouais, ça me plaît. Un genre de 55-45 ou 51-49, ça me plaît. Et en tout cas, c'est parce que souvent on avait parlé de fantasy matchup Khabib JSP. Ça colle pas au niveau des timings, puisque tu vois, quand Khabib arrive c'est vraiment un champion, an près, c'est un an. C'est pas très loin quand même, tu vois, mais il était déjà à la retraite. Moi, c'est le vrai combat que j'aurais aimé avoir de Khabib en fait. Ousmane à 170, ça aurait été un vrai défi pour Khabib. Ça aurait été cool. Mais en 2020 là, il avait pour moi, Kamaru, il avait une lutte offensive un peu équivalente à celle de Georges. Peut-être une meilleure lutte défensive, parce que pourtant, tu sais que tu me connais, hein, tu sais que je suis team GSP et Georges, c'est plus jusqu'au bout. Oui. Tu sais que mais on a vu Georges, par exemple, plus en difficulté quand il y avait des gros lutteurs, notamment son dernier combat. Ok, je dirais même pas le nom, mais on a vu ce qu'il était advenu de lui après l'USADA. Mais je pense que défensivement, Kamaru, il avait une lutte encore plus impressionnante que Georges. Tu vois, donc je pense qu'il y avait match quand même. Ouais. Alors, il n'avait pas les kicks de Georges, il n'avait pas l'athlétisme de Georges, Kamaru, mais quand même, il tenait debout et son anglaise, elle commençait à être super bien. Ça commençait à cogner quand même. Ouais. Donc, il y avait vraiment un match. Il aurait été très, très, très cool ce match. Et d'ailleurs, Kamaru était à 15 victoires dans cette période-là de suite, comme l'Islam aujourd'hui. Après, Georges, il était peut-être un peu moins fort. Alors, je vais dire le nom, c'est pas grave. Hein. C'était Hendrix, tu vois. Hendrix l'a mis sur les fesses. Mais il était il était certainement meilleur sur le dos. Ouais. Avec John Danner, Firas et toutes les connaissances qu'il avait. Donc, les deux, il y avait de l'attrait quand même. Tu vois. Et puisque tu parlais d'Oussada, ça permet le clin d'œil au nom qu'ont en commun Islam et Khabib quand même, parce que le Gleison Thibault pré-USADA de Khabib, c'est pas le même que le post-USADA de Islam. C'est pas le même du tout. Entre Johnny Hendrix et Gleison Thibault, il y a 30 000 balles de compléments alimentaires. Là, on est bien. Et on va appeler ça complément alimentaire, on va pas les dénigrer. Il n'y a pas de preuve, donc on va pas les dénigrer. Mais quand tu vois certains physiques... Alors Gleison, il est toujours athlétique. Hein. T'as vu ? Hendrix, il fait 200 kilos aujourd'hui. Mais Gleison Thibault, on peut dire ce qu'on veut. Il combat encore dans des orgas où il y a les tests antidopage. Donc au final...
Le doute profite à Il l'accusé était- quand même, Gleison. Hein. Je l'avais revu, moi, pour une émission à RMC où on revoyait les vieux combats, là, il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Il était quand même. La version 2012, elle est sacrément charpentée. Il est toujours aussi costaud. C'est pas Victor Belfort, c'est les deux mais photos il peut machin. plus mais... descendre à 70. Tu vois Ouais, sans les produits. On va pas. Tu vois Non, je vois bien. Il est toujours aussi costaud. Le mec, le temps glisse sur lui. On dirait toujours qu'il a. Tu sais qu'il a presque 50 ans quand même. Le mec, il a plus de 45 ans. Mais je sais, Et le temps glisse sur lui. On dirait toujours malade. qu'il a 35 ans. Mais rappelons-nous quand même qu'avant, il faisait 70 avec ce gabarit-là. Pas beaucoup plus gros. Là, aujourd'hui, il combat plutôt à 77 et à 84. Parce que moi, je voulais à un moment le pousser pour avoir un Virgil Hogan, Gleison Thibault. Ouais, c'était un nom à mettre. Mais ouais, il fait plus 70. C'était un nom à mettre sur un CV. Et Cerudo, le deuxième que je te parle dans ses réflexions, c'est la dernière réflexion, qui dit cette semaine que Khabib est derrière lui au classement du GOAT. Cerudo, on rappelle qu'il était champion flyweight et bantamweight. Pour moi, la victoire contre Demetrius Johnson, on la refera aussi dans un Jab Culture, on a rejugé parce que c'est un... Alors là, c'est DJ qui aurait dû gagner ce combat-là. Et TJ Dillashaw qui bat quand il descend, c'est un TJ qui est tellement drainé, d'ailleurs qui est positif derrière, mais qui est tellement il s'est fait du mal pour faire 125, pour faire moins de 57, que c'est pas la version TJ Dillashaw que tu connais vraiment. Pour moi, c'est bullshit total. Khabib est devant. Pas très fan, moi. Alors que Cerudo a deux ceintures, mais il est devant, Khabib. Et une médaille olympique. Oui. Ça, il est peut-être devant dans le GOAT sport de combat global. C'est ça. Mais en MMA à l'UFC, même Khabib, si je suis pas super fan du personnage, faut respecter. Ouais, parce que quand même, il est champion olympique. C'est quand même un truc absolument. Oui, moi fabuleux. je sors ça du truc. Ça. Si tu regardes strictement sur le MMA, non. Je suis d'accord avec toi. Mais sport de combat, il est devant. En tant que coach, ils ont une expertise exceptionnelle tous les deux. Là, ça se vaut. Hein. Franchement, il y a un peu moins d'aura de Cerudo parce que voilà, c'est peut-être aussi des plus petites KT. Mais soyons objectifs, en tant que coach, ça se vaut. En tant que carrière MMA, petit avantage à Khabib. Si tu englobes la ceinture olympique. Non, mais je suis là. Ça, pour moi, il est devant. Si tu mets si tu fais la truc global, il est devant à cause de ça. Voilà, il faut quand même garder ça en tête. C'est une folie. 2 ceintures UFC, une médaille d'or olympique, ça reste une folie. Ouais. Et je voulais aussi faire cette réflexion, comme ça, on l'annonce à notre communauté, Aldric. Vous avez vu qu'on commence des séries en fait dans Jab Culture. On a notre série Matchmaker, on a notre série On a rejugé, où on va faire plein de combats. On vous en a teasé déjà un peu là. Et on va se lancer dans une série très bientôt. J'ai pas la date exacte. On va faire notre top 50 all-time, Aldric, du MMA. Toute époque confondue, tout nom confondu. On va essayer de vous faire ça. Chaque épisode, on en mettra 10. Premier de 50 à 41 et ainsi de suite. Comme ça, on le fera sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Donc, préparez-vous aussi, les auditeurs, vos classements, parce qu'on va pouvoir débattre dans les commentaires. On se lance dans notre top 50. Ouais. Moi, j'ai commencé à bosser dessus. Je vous donne pas de nom, mais on va parler de Sacré Orga. Moi, je vous le dis, on va parler de Valetudo. On va parler de Pride. De Shuto. Oui. Oh oui, je sais. Moi aussi. Ça va aller chercher loin. Moi aussi, j'ai commencé à mettre des noms de côté. On va s'amuser à faire ça et je pense que ça va beaucoup plaire au public. Donc rendez-vous dans quelques semaines. On n'a pas la date exacte, mais on va essayer de la commencer avant la fin d'année pour entamer le premier épisode. On passe à l'UFC. Aldric, l'UFC qui nous intéresse de ce week-end, l'UFC Fight Night qui était à l'Apex avec Garcia Onama en main event. Mais on va pas parler du main event en premier, Aldric. On va commencer par les deux trucs qui intéressent le plus la communauté. Cette sortie de cet événement, c'est les deux. C'est pas de l'extra sportif, mais c'est des trucs où on dérive un peu. De quoi tu veux parler en premier ? On commence par l'Hypoc Karma, okay. Ante Delija. C'était quand même un truc assez fou contre Waldo Cortés Acosta. Déjà, quand même, la scène est marrante. On va pas se mentir. Donc, Ante Delija, on rappelle, partenaire d'entraînement de Thomas Aspinall, une semaine après le Aspinall Gann et le scénario qu'on connaît tous. Il est bien bavé sur notre Cyril quand même. Hein. Voilà, qui toute la semaine bave sur Cyril, dit j'ai fait 33 combats, j'ai jamais fait un Hypoc, les mecs qui doivent le faire doivent être punis sévèrement pour ça, et qui finit par mettre un Hypoc à bel Waldo Cortés Acosta, hein. Et par se faire KO'ter derrière parce que le mec reprend alors que Aspinall n'a pas repris. L'ironie devant l'écran, Aldric, t'as dû avoir le même sourire que moi. Incroyable quand même. Ouais, puis en plus, le doigt dans l'œil, il est quand même... Il est comme ça. C'est pas un truc involontaire, tu vois. Sur une sortie de coude, il met les mains comme ça et il lui plante les doigts dans les yeux. Donc, alors, ok, et je sais que tu vas y venir. Moi, j'aime bien ce qui se passe en ce moment à l'UFC sur la globalité. On va développer avec toi après. On va le rentrer là-dedans. Ouais. Mais là, il y a un côté karma intéressant, mais il y a surtout un côté que je pense qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, le résultat, c'est KO Ante Delija. Et on crie au scandale, et l'UFC va te dire oui, mais on va te le rattraper, mais il te rattrape rien du tout derrière, parce que culture de l'instant. Et Cortés Acosta, il est lésé, point. Et là, ça me fait plaisir. En ce moment, ce qui se passe,
et je te le disais hier en privé, on est en train de bénéficier maintenant de l'arbitrage vidéo. Un peu comme c'était le cas à la Coupe du Monde, je crois que c'était 2018, hier quand on en a parlé au téléphone. Et c'est bien, parce que ça met de la sécurité un petit peu dans les décisions. Ils se remettent en question, ils n'hésitent pas à revenir en arrière quand ils voient qu'ils sont allés trop loin. Le cas de Neil Manny, qui a eu gain de cause, je te le disais hier au téléphone aussi. Son adversaire a porté réclamation à Neil. On se rappelle de l'histoire, c'était que l'arbitre pensait qu'il avait tapé juste avant la fin du round. Il restait 2 secondes, ils ont relancé et c'est Neil qui s'impose par décision unanime. Et ils avaient porté réclamation pour faire passer le combat en no contest. Ça a été refusé, tout du moins. Donc, je trouve que c'est bien ce qui se passe en ce moment, Alex. Il y a une certaine protection des athlètes. On se remet en question. On regarde la vidéo. On voyait les juges, là, samedi soir, regarder la vidéo avec l'arbitre. Dire, regarde, oui, il y a les doigts dans les yeux. Donc, OK, on laisse 5 minutes pour repartir. Moi, j'aime bien. Ce côté-là me plaît et me rassure, en fait. Ce combat est hyper intéressant réglementairement parce que c'est un sport encore très jeune, le MMA. Tu as dit, il y a des évolutions tout le temps. Et là, on va voir qu'en fait, l'arbitre, ils ont été plus loin que les règles qui sont écrites. C'est-à-dire que Delija a un vrai cas où il peut demander réclamation par rapport au texte. Je vais vous les lire très très vite là. Mais en fait, c'est bien ce qu'ils font. Ils ont été plus loin que le texte et peut-être qu'ils vont forcer à faire changer les textes dans le bon sens. Ouais. C'est ça qu'on veut dire en fait. Hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On vous le rappelle, vous avez vu les images, je pense, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais on est dans le premier round. Il y a ce barrage de coups de Delija qui commence à travailler en combinaison sur Cortés Acosta. Il y a ce doigt dans l'œil. Le barrage de coups continue. Là, l'arbitre intervient. Alors, c'est le premier point intéressant dans cette situation, Aldric, parce que j'ai vu beaucoup de gens ce week-end nous dire il n'a pas arrêté le combat, parce qu'il n'a pas wave. Donc, pour ceux qui ne nous écoutent pas sur YouTube, mais en podcast, je suis en train de faire le signe des 2 mains là, au-dessus de la tête qui font une sorte de vague dans le sens opposé. Et que si tu waves pas, le combat n'est pas arrêté. Faux, Aldric Cassata. Je sais pas si tu le savais, mais j'ai fait des recherches ce week-end comme un malade mental. Je vais te le dire tout de suite. Il n'y a aucun texte dans les règles du MMA, ni dans les commissions athlétiques, celle du Nevada où on était samedi soir, mais même dans des autres ailleurs aux États-Unis, qui dit que tu es obligé de faire le wave. Ce n'est pas une obligation, c'est une pratique habituelle. Mais c'est pas du tout une obligation. La seule au Nevada qui est obligée, c'est à la fin du compte de 10 en boxe. Quand l'arbitre met pas un KO direct, mais va jusqu'au bout du compte en boxe, là, il doit faire ceci. C'est obligatoire. En MMA, rien du tout. Donc, pour toi, déjà, c'est la première question par rapport à ça. Est-ce qu'il stoppe le combat, l'arbitre ? Est-ce qu'il stoppe le combat ou est-ce que, selon toi, des images que tu vois, il arrête pour vérifier l'œil de... Il y a une prudence quand même. Il stoppe. T'as Delija qui part comme un fou, mais c'est vrai que tu vois pas l'arbitre, comment dire, appeler le médecin tout de suite. Il y a un petit quiproquo quand même pour moi, tu vois, en revoyant la scène. Je pense qu'il sait pas trop en fait. Il arrête parce que ça prend trop de coups, ça c'est vrai. Il a raison d'arrêter là parce que la défense, on dit ce qu'on veut, même si sur le début de l'accélération, Acosta il est quand même un petit peu... je repense à la phrase protect yourself an all time, tu vois. Il est quand même sur ce truc, mais arrivé à un moment, il défend plus. Non. Il se contente de l'arbitre, les mains. Si tu remarques bien, parce qu'on l'entend mal avec les commentaires, j'ai revu bien avec des sons, il dit fight back à Cortés Acosta. Tu vois, dans le sens... Ouais, défends-toi. Défends-toi, parce que sinon, c'est pas bien. Il dit, quand il intervient, il dit stop, stop, stop. Tu peux quand même penser à ce que c'est un stop, stop. Le problème, c'est que c'est dommage, parce que la caméra, elle s'écarte, et elle va sur Delija tout de suite. Et elle va sur un Croate dans le public là, qui est en train de faire ça. Qui hurle, oui. Voilà, qui hurle. Alors qu'on aurait aimé voir l'arbitre, parce que tu as même l'impression, quand la caméra se décale, que l'arbitre fait une sorte de début de signe de main. Donc, est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce qu'il a fait le signe de main ? Il n'y a que les mecs qui étaient à l'Apex qui le sauraient. Mais je pense qu'il l'arrête, le combat. L'autre preuve de ça... On peut laisser à penser qu'il arrête, parce que s'il l'avait vu, Alex, doigt dans l'œil, il serait intervenu avant. T'interviens avant. Sûr. Et même s'il intervient là, c'est-à-dire que même si son cerveau met 10 secondes à intervenir, à dire en fait, il faut que j'arrête parce qu'il y a vraiment un eye poke. Il met le protocole d'eye poke. Donc, il fait pas rentrer les 2 coins, il fait le médecin, les inspecteurs. T'as raison, non, mais c'est que le médecin. On est d'accord que protocolairement parlant, c'est pas un time-out. Au niveau du non-verbal et de ce qu'il doit faire en termes de procédure, c'est un arrêt de combat. Soyons honnêtes. C'est un arrêt de combat. Ouais. C'est pas un time-out. Parce que les inspecteurs qui rentrent, ils n'ont pas le droit de rentrer. Normalement, il n'y a que le médecin qui doit rentrer et personne d'autre. Et on fait le protocole de la lingette humide que tu citais la semaine dernière déjà. Hein, tu vois, donc, exactement. Et c'est uniquement ça. De toute façon, vous n'avez pas besoin de nous croire. C'est le même protocole que pour le combat de Cyril. Personne d'autre n'est rentré à part le médecin. Même pas, je crois que c'est un cutman qui rentre avec la lingette. Le médecin, il rentre après. Oui. Voilà, c'est le cutman.
Là, t'as les coins, il a même son, Non, il a même son petit siège, enfin son stool, tu vois. C'était la fin du combat. Sur le protocole, c'est la fin du combat. Donc déjà, on est d'accord là-dessus. Donc là, ils vont revoir les images au replay. D'ailleurs, t'entends l'arbitre qui dit, pour lui, it's punches. Pour lui, I see punches, je crois qu'il dit. Je vois des coups de poing. Donc il voit pas le truc. Il a arrêté parce qu'il a considéré que c'était la fin du combat. Ouais. Mais ils vont revoir le replay. Une fois qu'ils voient que c'est le doigt dans l'œil, ils viennent. D'ailleurs, tu l'entends Herb Dean le dire. Herb Dean qui est aussi dans la cage et qui dit, bon bah c'est time out donc. Et qui au bout des 3, parce qu'il y a moins de 5 minutes quand même, ils n'ont pas le timer, enfin c'est quand même un bordel au niveau protocole. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, ils n'ont pas le timer. C'est bien, moi. Et il vient lui demander, est-ce que tu veux reprendre? Et Cortés Acosta dit, oui, je vais reprendre. Là, on rentre quand même dans le truc, Aldric, intéressant. Je sais qu'ils avaient. Je suis d'accord avec ce que tu vas dire, mais justement, il faut que on va en débattre, c'est intéressant. Ils prennent en compte, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites. Il y a plein de gens maintenant qui veulent tout parler, mais c'est les gens qui font le travail comme toi tu fais, il n'y en a pas beaucoup. C'est le point 2 des règles unifiées du MMA. Il commence comme l'arbitre est le seul arbitre, enfin responsable d'un combat, et le seul individu qui est autorisé à arrêter ce combat. Ça n'empêche pas une review vidéo d'une décision sous la procédure de la commission régulatoire qui a l'autorité sur ce combat-là. Si y a une proteste, enfin tu vois, s'il y a une plainte qui est mise par le perdant du combat pour revoir parce qu'il y a une faute. Le point qui suit derrière là-dessus. L'autorité de l'arbitre commence quand les inspecteurs, qu'on a vu, donc les mecs en noir là, qu'on a vu, sortent de la cage avant le combat et ne se terminent pas avant que les inspecteurs re-entrent dans la cage après la conclusion du combat. Les inspecteurs sont dans la cage. C'est même plus, techniquement, c'est même plus l'arbitre qui doit avoir... C'est pour ça que c'est intéressant, parce que je suis sûr qu'ils vont porter réclamation, tu vois. Il faudra voir comment Est-ce que parce que Neil Manny, c'était pas à Pierce, non. Je crois que c'était en Australie. Peut-être, ouais. Donc la commission australienne, elle a botté en touche, elle a donné raison au camp de Manny. C'est intéressant de savoir ce que va dire, comment va ça. J'espère, moi, que le Nevada va couvrir Herb Dean et l'arbitre et aller au bout de ce truc-là. Parce qu'ils méritent, tu vois. Il y a un coup illégal, ils sont repartis. L'autre, il est reparti en étant à moitié borgne, il a mis son KO. Mais il n'est pas impossible que... Alors, on n'est pas en France. Le point 3. S'ils annulent, ce sera un no contest. Il n'y a pas de disqualification, tout ça. Le dernier point, c'est le point 3, donc, qui suit juste après. L'instant replay, donc la VAR, l'utilisation de la vidéo, peut être utilisée pour review, donc pour revoir une fight ending sequence, donc une séquence de fin de combat. Et elle peut seulement être utilisée après qu'un combat a été officiellement arrêté. Donc une fin de combat. Une fois que l'instant replay, donc que la VAR a été utilisé pour revoir une séquence de fin de combat, the fight shall not be resumed. Le combat ne doit pas être repris. Si tu appliques les règles au sens littéral du terme, il y a no contest. Il y a no contest. Ils doivent mettre no contest à ce moment-là. D'ailleurs, les commentateurs américains, eux, hésitent. Je l'ai écouté leur truc. Ils parlent de disqualification ou no contest. À aucun moment, ils pensent que ça va reprendre. Mais moi, je pense qu'il faut modifier les règles pour arriver à ça. C'est le débat qu'on lance. Parce qu'en vrai, Delija, sur Instagram, qui vient et qui dit je me plains de la victoire. Alors, l'ironie, elle est marrante parce que l'hypocrisie avec ses déclats de la semaine, bah oui, t'as envie de te foutre de sa gueule. On va parler franco, Aldric. Mais il a pas tort. Il a pas tort quand il fait les points où à dire ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été respecté. Et nous, on demande, j'ai noté, il dit je demande rien de plus, juste de l'honnêteté, je suis pas la défaite, mais je respecte chaque résultat, chaque adversaire, mais pas quand les règles sont enfreintes. Ça peut être retourné ce combat-là. Après, quoi qu'il arrive, moi je te dis un truc, ça vaut une revanche, il faut qu'il se réaffronte. Même si je pense très sincèrement, alors que je l'aime pas spécialement, Antedilla, je pense qu'il est un petit peu au-dessus qu'Acosta. Maintenant, s'il peut se payer sa défaite et qu'il y ait la revanche derrière, moi, juste parce qu'il a un peu trop ouvert son bec pour Cyril, ça me va bien, tu vois. Mais ça me va bien aussi. Quoi qu'il arrive, tu peux pas arrêter ce combat là-dessus parce que il faut qu'il se réaffronte. Il faut absolument qu'il se réaffronte parce que on est sur le top de la division. Que pour le moment, pour moi, on ne sait pas qui est le meilleur. Parce qu'il est sorti de son combat déjà. Bien sûr, il a hurlé, il a sauté sur la cage. C'est un mammouth. Donc, il a dû avoir son cardio qui est monté. Tu sais, et même pour revenir avec cette charge mentale et tout derrière, la déception. Je pensais à ça, tu sais, parce que je regarde aussi un petit peu le karaté combat. Et je voyais que Jade Joran a perdu sur le papier pour la ceinture je crois que c'est la ceinture ou en tout cas la demi-finale mondiale du karaté combat. Et en fait, ils font une split. Et derrière la split, ils rajoutent un round. Et je me disais, mais comment tu dois être dans ta tête que pour celle qui a gagné, la brésilienne, ou pour Jade, quand on te rajoute un round alors que tu pensais que la décision était terminée. Ben là, c'est un peu la même chose. L'autre, il crie, il hurle, parce que pour lui, ça y est, il est top 3 de l'UFC, et il va pouvoir aller taper dans le dur, les Curtis Blade et compagnie, et en 10 secondes, il dit, pas fini, refight. Ouais. Donc, même si j'ai pas aimé ces déclats pour Cyril, il faut être sportif. Il peut très bien être sorti de son combat.
Et je pense qu'il est meilleur que Cortés Acosta. Donc, même dans la tête, c'est marrant, mais il doit se dire, parce qu'il se rend compte, l'arbitre vient lui dire, t'as mis un high poke, garde tes doigts comme ça ou fais ça. Tu sais, il lui dit avant de reprendre le combat. Il doit se dire, je vais tellement passer pour un con. Sans déconner, après tout ce que j'ai dit, sans déconner. Donc, à mon avis, on est au Nevada avec son KO, il a pris minimum 60 jours, voire 90. Donc, c'est un combat qu'on ne pourra pas revoir tout de suite. Moi, au mois de mars, s'il s'affronte, ça me va. Hein. Ouais, je te suis. Qu'il prenne sa défaite juste parce qu'il a ouvert son clapier, c'est très bien. Mais t'as raison. Mais il se peut que il fasse pas comme Happers en Australie et qu'il soit pas solidaire des arbitres, la commission athlétique. Le débat sur ça, Aldric, en fait, là où il est intéressant, t'as déjà commencé ça. Ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait. Et il faut changer ça. Ce que je viens de te lire, il faut la prochaine fois qu'ils refont des changements sur les règles, il faut le changer. Je pense qu'il faut donner. Aujourd'hui, on a des caméras vidéo qui sont tellement précises, elles filment à 360 degrés. Les moyens, ils ont évolué, Alex. Donc, à partir du moment où on a les médecins, donc on sait très bien que si la santé du fighter elle est en danger, on ne fait pas forcément repartir. Mais je pense qu'il faut donner plus de latitude à Herb Dean, parce que Herb Dean, là, il officie en tant que commissionneur, tu vois. Il était là pour... Je pense qu'il faut leur donner la main, les mecs, ils savent faire, tu vois. Je pense qu'il faut changer ça. Donc que la VAR soit beaucoup plus utilisée dans toutes les séquences possibles, pas seulement les séquences de fin de combat, comme c'est écrit. Pas juste pour mettre un no contest. Ouais. Ok. Tu vois, pour décider du déroulement de la suite des événements, il faut leur donner un peu la main libre parce que aujourd'hui, c'est plus les mêmes caméras. Avant, il n'y avait qu'un seul angle, on ne savait pas quoi faire. Là, ils tournent autour, tu vois. Je pense qu'avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, donnons la main à ces mecs-là. Et tu vois, Herb Dean, j'aime bien. Ancien. Tu sais, alors, oui, les gars, la perfection, ça n'existe pas. Mais les mecs qui sont aux manettes aujourd'hui, c'est des anciens fighters. Herb Dean, il était fighté à la même époque que Flavio Peroba au Japon en 99, tu vois. C'est des mecs qui ont mouillé le maillot, qui sont des fighters. Pareil pour Marc Godard, on n'aime pas, mais il allait se taper. C'est pas des grands fighters, mais ils ont la main, ces gars-là, ils savent faire, et donnons-leur un petit peu de latitude, je pense. Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que soyez pas étonnés si ce combat est retourné en no contest. Non, mais c'est possible. Moi, j'aimerais que la commission elle soit solidaire de leurs gars, mais Nevada, on sait qu'ils sont assez stricts. Soit ils ont l'intention de changer les règles, et dans ce cas-là, ils disent non, ils refutent. Soit ils veulent pas changer, et il se peut que ce combat soit transformé en no contest. Et point intéressant, dernier point là-dessus, sur le débat que je voulais soulever avec toi, parce que j'ai vu des mecs parler de ça sur les réseaux, c'est, t'as l'impression que, tu vois, ils ont un peu dévié de la règle pour pouvoir faire continuer un combat. Est-ce que la protection de l'athlète doit pas être prioritaire? Oui, mais excuse-moi, mais il prend pas de down. Non, mais Cortés Acosta, il peut aussi s'en prendre. On peut le faire reprendre, ça se trouve, il s'en prend deux dans la tête, il finit KO inerte, et tu te dis pourquoi on l'a fait reprendre, en fait, Neil, tu vois. Quand Neil est soumis... Là, ça se passe bien pour lui. Mais... Quand Neil est soumis, son intérêt, il s'est pas endormi, donc on fait repartir. Là, pareil, quand tu regardes attentivement, et la séquence, je l'ai regardée, il fait pas ni de down, ni de micro-down, tu vois, donc ça laisse à penser que, alors bien sûr que ton cerveau, il peut être endommagé sur un coup, ou même une claque sur la tête, mais non, sur des athlètes professionnels, je pense que son intégrité physique, elle est pas mise en danger. Tu vois. Moi, c'était un scénario, tu vois, où il s'en prend deux par Delija derrière, il finit inerte au sol comme ça. Il a décidé de reprendre. Et un mec ressort la règle et lui dit mais vous avez fait repartir le mec contre la règle et il s'est pris un KO des Regarde, en anglaise, on laisse repartir les gens quand ils sont vraiment downés. Là, on n'en est même pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en anglaise, le mec, il fait un shot, il tombe par terre, il comptait jusqu'à 7, on le laisse repartir et on peut le faire 2 fois. Et alors que des fois, il vacille. Tu vois. Donc, on peut le faire 2 fois. En plus, la règle des 3 downs, c'est uniquement dans une seule fédé. C'est quoi, WBC, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a même des fédés où tu peux le repartir 5 fois. Il y a eu des dingueries. Il y a des mecs, ils sont repartis au combat, ils étaient plus là. Là, on est très loin de ça, Alex. Il prend même pas un down. Tu sais que même Ngannou contre Joshua, quand il le fait repartir avant le KO, il doit jamais repartir. Il est plus là, Francis. C'est ça. Là, on n'est pas du tout à ça. Non, ok. Tout ce qu'il fait, c'est, comme tu dis, il fait pas fight back. C'est-à-dire qu'il change pas, il fait pas de mouvement de tête, sa défense n'est pas proactive, il se contente de monter les mains. Mais ça va être intéressant, comme tu dis, de voir si la commission va pas les suivre et approuver ce qu'ils ont fait, parce que pareil, un autre mec que je suis sur les réseaux qui est arbitre à bas niveau de MMA aux États-Unis, il a fait l'entraînement pour les arbitres de l'ABC, donc de la commission des commissions. C'est ceux qui font les règles unifiées du MMA en 2023, et qui dit qu'il y avait une section entière des documents qu'on leur avait donnés qui était dédiée à comment garder un combat vivant en altérant un peu certaines des petites fautes, tu vois, pas les gros trucs, mais en disant vous avez une petite marge de manœuvre sur certains trucs en fait, si vous voyez que ça peut repartir. Donc peut-être qu'ils vont les approuver. À suivre, mais je trouve hyper intéressant en fait réglementairement ce qu'on a vu ce week-end. C'est hyper intéressant, et moi je te dis, j'aime la direction que ça prend. J'aime vraiment la direction que ça prend. Et petite dédicace à Jade Joran qui a perdu ce week-end, mais c'était un combat très serré. Et cette règle de faire un extra round, finalement, elle n'est pas si bête que ça. Hein. Eux, ils ont dit pas de split décision. On fait un extra round. J'avoue que c'est fou dans l'idée quand même.
Eh ben, moi, j'ai trouvé ça Ah ouais, absolument con, entre guillemets, dangereux sur ma première vision du combat. Et puis, tu sais, après, c'était samedi soir. Puis, dans ma réflexion de dimanche, je me dis, mais attends, finalement, c'est pas si con. Hein. Tu vois? Split, on fait un extra. En plus, il faut s'ouvrir. C'est pour ça que j'aime bien ces discussions-là qu'on a avec, parce qu'il faut s'ouvrir à sortir des fois des carcans qu'on a et des habitudes. Et se dire qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec 12-13 heures de recul, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est si bête? C'est pas bête du tout, en fait. Split un extra round. Surtout qu'en plus, on parle d'athlètes qui sont possiblement faiseurs de 5 rounds après. Et si la solution, c'était pas de faire ça, un troisième round, split, ben on fait un extra round qui reset tout à zéro. En tout cas, je trouve que ce que fait Karaté Combat, c'est pas idiot du tout là-dessus. Andrick, va falloir qu'on parte à l'IBC, hein. Va falloir qu'on aille les voir et qu'on propose des idées. Mais je te jure que sur le Karaté Combat, en fait, ça a du sens. C'est des athlètes qui sont capables de faire 5. Donc pourquoi on leur fait pas faire 4 en cas de split non, pourquoi pas. Au final. Je peux te suivre. Et là, ça fait comme s'ils avaient l'arbitrage vidéo. En live, les gars. Tu sais que c'est reset le combat. Donc tu veux gagner, tu as 5 minutes, tu donnes tout. Donc moi, je te cache pas que j'aime bien. Un jour, moi, j'aime bien. On avait déjà fait des jab culture. J'étais presque en deuil de jamais avoir réfléchi à ça. Pourtant, en karaté, ça se fait beaucoup en l'extra round, tu vois, dans certaines compètes de Kyoku, certaines compètes de Shidokan. Mais je m'étais toujours dit, ouais, mais en fait, en MMA, quoi? Si tu fais un 3 pour un combat non titre, et que tu fais un 5 pour un combat pour le titre, qu'est-ce qui t'empêche? Alors, tu peux pas le faire en 5. Ça, je suis d'accord de leur infliger un 6e round. Là, oui. Mais ça, c'est spécial, tu vois. Tu laisses, les splits que pour... tu laisses les splits que pour les combats pour le titre. Mais si déjà, tu t'enlèves toutes les splits pour les combats de classement, elle est pas mal. Moi, elle me plaît, l'histoire. Et ça tend vers le spectacle. Tu sais, on avait fait un jab culture sur quoi changer au jugement, mais on pourra peut-être faire un jour un... Globalement, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux trucs à instaurer dans le MMA qui peuvent changer un peu la donne sur ces trucs-là? La fin, quand même, elle est pareil sur le côté fun, mais Cortés Acosta qui collate à Spinal au micro, 10 ans après le high poke de la semaine dernière. C'était fun. Globalement, c'était une scène de cinéma, c'était une scène de film. L'ancien baseballer, il a fait son taf là. Par contre, moi, je pense qu'il faut qu'il aille se retaper avec un tête déjà. Et s'il ne fait pas ça, parce qu'il a réclamé, je sais pas si tu as vu sur les réseaux, juste avant cette nuit, il a réclamé de faire le 13 décembre, le dernier Apex de l'année là. Il veut y être pour pouvoir combattre 5 fois cette année. Il a demandé. Il dit je vais aller au docteur pour qu'il me donne l'autorisation et machin. Je suis pas sûr qu'il l'aura, s'il a vraiment quelque chose. Voir ce qu'il a. Mais pourquoi pas en fait. Mais dans ce cas-là, tu lui donnes qui par contre? Parce que si c'est pas Delija, parce que Delija après son KO, il pourra pas revenir. Non, à mon avis, il va être suspendu. Après, ça veut rien dire. Des fois, avec une IRM cérébrale, en 30 jours, tu peux stopper le. C'est 30 jours, c'est possible, s'il a rien. Pourquoi pas? Mais main event du dernier UFC de l'année. La revanche. Après, t'as Curtis Bled qui est tapis dans l'ombre. Pourquoi pas, tu vois. S'il veut combattre, faut lui faire. Mais en tout cas, il a montré un truc. Volkov, non. Il est pas si loin. Volkov n'a pas montré, puisque Volkov, il est dans l'antichambre de la revanche Gann à Spinal. Mais t'as vu, il est pas si loin. Il avait raté son test contre Pavlo. Mais il est pas si loin du niveau. Il est pas mal quand même. Donc Volkov, ça peut être aussi un test intéressant. Là où, oui, il m'a un petit peu, comment dire, ses déclarations ne m'ont pas beaucoup plu, mais il est pas mal en tête déjà quand même. Il est pas mal, il va vite. Son style de kickboxing, c'est pas Crocop, mais c'est solide. Walter Acosta, c'est quand même, c'est le plus gros de la catégorie. T'as vu, il fait presque la limite à chaque fois. Il fait 120 locks. Il est physique, ancien baseballer de très haut niveau, comme on disait. C'est un problème, mais je pense que déjà, il est un peu au-dessus. J'ai bien aimé comme tu viens de me faire Walter Acosta. T'as mixé Waldo Cortés Acosta. C'est compliqué avec 3. C'est bien comme ça. Walter Acosta, c'est pas mal. Ça va plus vite. On passe à l'autre truc qui a beaucoup fait parler dans cet événement-là. Yadir Del Valle qui met une soumission au round 1 à Isaac Doulgarian pour passer en 10-0. Et il est à 2-0 à l'UFC Del Valle. Et depuis son arrivée par les Dana White Contender Series 2024. Grosse black belt. C'est important pour la suite du raisonnement. Del Valle, très grosse black belt. Mais c'est pas le résultat en soi qui est intéressant. Le problème de ce combat-là, c'est ce qui s'est passé avant. C'est que avant, dans les heures d'avant le combat, Aldric, on connaît... Attends, donner le contexte. C'est important. J'ai regardé le combat en espagnol, en anglais. Je l'ai pas regardé en français. Mais à culpa, je sais même pas... Si, ils y étaient en prélim. Je l'ai pas regardé si, ils y étaient. Ils l'avaient. Je l'ai pas regardé en français. Personne ne crie au scandale. Non. Sur le combat lui-même. Par contre, Cormier dit il fait n'importe quoi. Oui.
Mais sur il dit sa pas défense. c'est truqué. Non. Il dit il pense à frapper plutôt qu'à défendre le truc, ce qui est vrai. Mais il défend. Et il défend l'étranglement à de nombreuses reprises. Non, mais ça va pas aider pour le raisonnement qu'on va faire là que Cormier dise il fait n'importe Oui, quoi. mais ce que je veux dire votre par là, pote. c'est que il se dit pas mais qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire, pour moi, il défend mieux que Ruffy contre BSD. Hein. Ah, j'aime sur le truc. Il y a un point sur lequel. Mais avant qu'on rentre dans cette défense, Maintenant, je te laisse donner le c'est contexte. important de savoir ce qui s'est passé avant ce combat-là. Non, comme mais tu ça le sais. faussait si tu disais Ouais. tout avant. Maintenant, Oui, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je te laisse faire. Quelques heures avant le combat, les lignes de Paris aux États-Unis. Je dirais vous savez- Dominique Rizet, là, moi, Alex. Ah oui, mais là attends, là c'est quand même gros. Hein. C'est quand même gros sur le coup. Les lignes de Paris, de Del Valle et de Doulgarian changent drastiquement. De façon. Et sur les graphiques, il y a des mecs qui ont fait des graphiques sur les réseaux, c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est une plongée directe. Parce qu'en fait, il y a énormément d'argent qui est mis sur Del Valle, et précisément sur Del Valle, victoire round 1. Alors qu'il est underdog, hein. Il n'est pas favori ce combat-là au départ pour les bookmakers. Je t'ai noté les chiffres parce qu'il y avait des trucs quand même importants. Ça, c'est juste avant le combat. Il était à ce moment-là, il y avait 74% des paris qui étaient sur Doulgarian depuis que les paris étaient mis, mais 87% de l'argent était sur Del Valle. Ok. T'as les cotes ou pas? Non, je les ai pas exacts. Il y a eu une grosse plongée. En gros, parce que les sociétés de paris ont vu un truc se passer et ont compris qu'il y avait une dinguerie qui était en train de se passer. Il y a eu certaines compagnies de paris qui ont enlevé carrément, à ce moment-là, le pari sur Del Valle Runda. On ne pouvait plus parier sur ce combat-là. Notamment certaines des propositions. Il n'y avait pas tout le combat d'enlever chez certaines. Certains ont carrément tout enlevé. Mais le Del Valle Rundin, ça a sauté pour beaucoup de gens. Il y a des gens dans l'industrie qui ont évoqué, que notamment la société par exemple Hard Rock de Paris, que quelqu'un dans cette société leur avait dit qu'il y a eu 5 énormes paris de personnes différentes sur Del Valle Rundin, à quelques minutes d'intervalle, juste avant le combat. César et William Hill, deux des grosses compagnies de paris américaines, ont annoncé après le combat qu'ils remboursaient tous les paris qui avaient été faits sur ce combat. On vous rembourse. C'est bon, les gars. On a vu. On sait ce qui va se passer. On sait ce qui se passe là. DraftKings, c'est le partenaire de l'UFC, des paris, a mis sur les réseaux 2 points, je cite. Nous sommes conscients de la situation sur le combat Doulgarian Del Valle et nous vous donnerons des informations dès que notre équipe a plus de choses en main et a des updates. C'est gros, Aldric. Le contexte là, il est énormément gros. Ouais. L'UFC a, pour finir, on viré Doulgarian dimanche. Il était à 2-2 à l'UFC, Doulgarian. Alors, tu peux le virer pour son niveau, parce qu'en plus, sa performance, elle est pas top. Mais il ne vire jamais ça. Non, en général, ils attendent une semaine, 10 jours. Même au moins la réunion du mardi des matchmakers, au minimum. Dimanche matin, aux États-Unis, dégage. T'en vas de chez nous. Il y a des trucs qu'on peut pas vérifier sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a qu'une source, notamment un mec qui s'appelle Harry Mack, que tout le monde reprend, et ça, pour moi, c'est une bêtise, parce qu'on n'a que sa source, et il n'a aucune source, qui dit que le FBI a prévenu l'UFC avant le combat. Ça, on peut pas savoir. Et que l'UFC a laissé le combat. On peut juste donner un contexte global. En ce moment, sur les paris, il y a une très grosse enquête sur la NBA. Je ne sais pas si tu l'avais entendu, avec la mafia italienne, avec plein de choses là-dessus. Il y a des preuves avérées. Et puis voilà. Après, il faut être prudent. Parce que, bon, il y a plein de trucs qui jouent contre lui. Son ancien coach, qui a été suspendu par l'UFC. Exactement. Mais il ne faut pas tout de suite... comment dire ? Tu sais, il y a des histoires comme ça où ils sont menacés, carrément. C'est James Krause, hein, l'ancien coach. Qui a été... Grand expert du cash control qui, malheureusement, a été mouillé dans certaines histoires. Et aujourd'hui, Dana, il a dit, celui qui travaille avec lui, je le vire. Exactement. Suspendu, banni par l'UFC. Il a été aussi dans l'œil du FBI pour le combat. Je l'avais noté, c'est Darek Miner qui coachait contre Shailan Nuerdanbieke. C'était en novembre 2022, sur lesquels il y a eu des paris illégaux faits même par lui. Ouais. Donc le fight, Miner était blessé, en fait, ils le savaient, ils ont mis des paris. Il y a beaucoup de suspicions. Ouais. Pendant la semaine, Doulgarian, t'as pas vu son interview où il dit j'aimerais que les athlètes touchent une partie des sommes des paris qui sont mises sur nous. Et à un moment, t'as quand même pas de fumée sans feu, quoi. Et le Harry Mack, pour finir là-dessus, une nouvelle fois ça, ce qu'il a dit sur le FBI et ce que je vais dire là, on a 0 vérification. Donc il faut prendre tout avec des pincettes énormes. Mais il dit aussi que le FBI
a flagged, donc a mis une alerte sur plus de 100 combats UFC cette année. Il dit qu'il y a même des arbitres impliqués. T'en as parlé tout à l'heure. Là, on vient de vivre, on a vu avec Terry Rozier notamment, mec qui gagne des millions de dollars, qui est pris dans une affaire de paris de matchs truqués en NBA. Il y a des histoires de menaces au milieu, il faut être prudent. Je me souviens qu'il y a eu des arbitres en NBA qui ont sauté Ouais. pour des paris truqués. Les arbitres sont bien payés en NBA. Aldric, dans un sport où les mecs sont parfois à 12-12, et Il faut où être prudent. t'as pas le droit, toi, de parier, ni ton entourage, tu vas me confirmer ça. Par Interdiction contre, de le parier. cousin, qui n'a pas C'est le même ça. nom que toi, à qui tu dis, mec, je vais taper au round 1. Non, mais c'est possible. Après, Et on est peut-être au départ d'un scandale, comme Aldric. tu l'as dit, et c'est bien de l'annoncer sur les gens qui regardent. Moi, je m'étais extrait dans l'ancienne chaîne dans laquelle je travaillais sur les pronos. Et je vous donne mes avis avec grand plaisir quand on débat. Je vous dis, voilà, moi je vois un tel, mais je parierai jamais, même sur un fantasy pari, parce que à partir du moment où tu sais des choses, et c'est vraiment le texte de loi qui est fait ainsi, que le commun des mortels ignorerait, tu n'as pas le droit de parier. Et donc, comme j'ai pas du tout envie d'avoir d'histoire, même pour la blague, je parie pas. C'est pas très propre tout ça. Après, je te dis, il faut pas commencer à dire ouais, Dulgarian, c'est un truqueur, c'est un bruit. Des fois, les mecs sont menacés, Alex. Ça va vraiment loin. Pourquoi pas Là, il faut prendre sa casquette de Dominique Rizet, attendre l'enquête. Mais je te dis, parce que je suis persuadé, moi, qu'un mec de la NBA qui touche ce qui touche, il va pas se corrompre là-dedans. Sauf s'il y a des menaces pour la famille, les proches. Non, bien sûr. Et donc ça euh, peut arriver dans ce cas-là ouais, aussi. Mais t'as aussi, parce qu'il faut le fermer aucune porte, t'as aussi le truc de se dire, je suis pas sûr que je vais être signé. Mon manager m'a peut-être d'ailleurs dit, l'UFC sont pas chauds pour te re-signer. Cash out. Pour ma dernière, je fais parier 5 mecs autour de moi et on prend une grosse somme d'argent. Dans ce cas-là, si c'est vraiment la comédie, pourquoi il tape pas avant? À un moment, il y a un bras-tête qui est bien plus propre. Tu vois, pourquoi il laisse le combat durer? Tape. Est-ce qu'il se dit pas, même je fais durer le plus possible dans le round 1 pour faire semblant le plus possible. Ce qui est bête parce qu'il montre des mauvaises défenses. Donc on va y aller direct. T'as vu Chiesa, consultant, il le détruit dans le post-show. Il le détruit. Ouais, mais dans il le dit post-show, c'est un amateur. À l'instant, personne n'est choqué. Non, parce que t'as des mecs. Je te dis, Rufi fait un peu la même chose. Mais il tape. Là, je parle au coach. Pourtant, Rufi, je te garantis qu'il n'a pas été payé pour. Il y a 4 tentatives d'étranglement. Oui. Quand il défend en mettant des coups de poing. Oui, mais il met des coups de poing, mais derrière, il va chercher la main. J'ai fait 4 séances de jiu-jitsu dans ma vie, Aldric, mais j'ai vu assez de combats pour savoir que c'est une défense ridicule. En fait, oui, c'est très clairement. Il va même pas chercher les mains. La première chose que tu fais dans n'importe quel dictationnel ou technique que tu montres, c'est on défend l'étranglement en premier. Alors, il y a même des techniques maintenant pour pouvoir défendre à une main pour laisser l'autre libre de faire la défense, tu vois, mais jamais, en aucun cas, les deux mains, elles sortent du menton. Donc, c'est des fautes, oui, là-dessus, il a raison, Chiesa, c'est une faute d'amateur. Maintenant, c'est pas la première fois que je vois à l'UFC des mecs qui défendent pas bien. Parce que c'est des positions, des fois, qui sont laissées de côté du drill, même si c'est quand même un grappleur à la base, parce que je le défendais jusqu'à présent, mais il faut aussi recontextualiser, c'est un grappleur. C'est-à-dire que c'est un mec qui gagne ses combats au sol. Donc la défense, elle n'est pas bonne du tout. Maintenant, on sait que c'est un sport mental, aussi le MMA. Rufi, il sait défendre un étranglement. Il en a eu marre de se faire ragdoll par des BSD. Son mental est parti loin. Il a lâché. Ça arrive, ça aussi. J'ai la pression, j'ai pas de thunes. C'est mon 4e combat à l'UFC. J'ai pas mis un franc de côté parce qu'on le sait. Aux États-Unis, des fois, ils ne sont pas protégés par la règle du code du sport des 10%. Il y a des managers qui travaillent à 15 ou à 20. Ils ont une fiscalité importante. Ils payent leurs tests médicaux. Donc, force est de constater que sur un premier contrat, tu peux être à la dèche. On se rappelle de Themba Gorimbo, qui était aussi sur la carte, qui a perdu d'ailleurs, et qui, à mon avis, va peut-être être coté après cette défaite, qui le disait. J'ai plus de sous sur mon compte, je suis à découvert. Parce qu'aux États-Unis, ils sont encore moins bien lotis que nous. C'est-à-dire que nous, on a la chance de pouvoir avoir une ordonnance pour faire un test médical. Eux, ils doivent le payer. Les tests médicaux, c'est 10 000 balles. Hein. T'imagines? Alors oui, tu peux combattre plusieurs fois avec le même test médical parce qu'ils ont une durée de vie plus importante, mais quand même, 10 000 balles. Donc, je pense que ton premier round de l'UFC, tu peux être dedans. 10 l'équipe, 15 le manager, les tests médicaux. Pour peu que tu combats de façon un petit peu espacée, la vie, elle coûte cher dans certains états aussi, tu vois. Donc... Pourtant, c'était un bon prospect, Dulgarian. Tu vois. Enfin, tu pouvais te dire qu'il y avait un chemin à faire à l'UFC, un petit run à faire. Mais en fait... C'est là où la nuance est belle, je trouve, Aldric. Parce que tu as raison, sur l'analyse du combat. Tu regardes le combat, on n'a pas toutes les infos qu'on a là. On mate le combat, juste, tu vois, dans une pièce fermée où on est coupé du monde de nos téléphones et on n'a jamais lu tout ce qu'on a lu. Bah, l'effort en soi, ouais, tu vas dire, oh, il défend mal. Mais tu dis pas, il fait exprès. Jamais tu te dis que le combat est truqué. Surtout quand tu sais l'adversaire et le niveau qu'il a. Ouais. C'est pour ça que je râle, Alex, quand on manque de respect à la Fédé.
Oui, j'aime bien Lionel Brézéfin, mais c'est pas le parrain de ma fille, tu vois. C'est un ami, mais moi, si je suis pas d'accord avec lui, je le dirai. Je pense que j'ai jamais fait de langue de bois. Et quand j'entends des gens le critiquer, alors que lui met en place ces choses-là, on est protégé en France là-dessus. Il lutte contre les paris sur les prélims ou sur certaines main cards ou justement pour protéger les fighters au final. Ça n'arrive pas. Parce que le mec qui va aller se battre à l'Hexagone ou à l'Ares en prélim, bah, ils n'ont pas des niveaux de salaire très élevés. Donc tu peux être un peu récupéré par cette mafia et tout ça. Et Lionel avait anticipé tout ça pour la France. C'est pour ça que je râle quand je vois qu'un mec de ce niveau, et des autres, hein, on peut en parler plein des mecs de la Fédé, Johnny, Benjamin et Christophe et compagnie. Et quand je vois ces mecs-là hyper dévoués et qu'on les vomit en déclat post-fight et tout, ça m'énerve. Parce que c'est des bosseurs, c'est des mecs qui ont un niveau de compétence très élevé et ils ont pensé, eux, à ces choses-là. Et aux États-Unis, je pense que tu as raison, il faut réguler. Peut-être qu'il faut laisser les paris sur la main, parce que sinon, ça laisse trop de. Et même sur la main, il peut arriver des dingueries. Non, mais à tout niveau, Mais c'est tu vois, compliqué. je pense qu'il faut réguler ça, et quoi qu'il arrive, et quoi qu'on en dise. Ah bah oui, comme dans les années 40 et à la prohibition, bah en général, les paris, c'est un peu géré par la mafia. C'est comme ça, tu vois, même s'il ne faut pas généraliser. Je te citais le mec tout à l'heure à Rimac parce qu'il a tellement été repris par des gens, et même en France d'ailleurs, que j'ai dit il faut mettre du haut là tout de suite parce que je crois pas du tout aux deux trucs qu'il dit. Cash Patel, qui est le patron du FBI, il est souvent en bord de ring, c'est un pote de Dana. Il est souvent en bord de cage dans les événements UFC. Je crois pas une seconde que l'FBI a dit à l'UFC vous allez m'enlever ce fight là parce que Et que l'UFC refuse, surtout que c'était pas un match. Et que l'UFC refuse pour un truc de dinguerie ou qui est sans combat, des trucs machin. Enfin, il y aurait des journalistes qui le sauraient. C'est pas un mec tout seul sur Twitter. Ou alors, moi, je te dis la vérité, je vois pas du tout on a suivi, moi, je les ai tous suivis, les UFC, et toi aussi, depuis le début d'année. Je vois pas du tout sans dinguerie. Non. Et les lignes de Paris, on aurait vu des trucs, tu vois. Sûr. Donc, je pense que c'est une grosse connerie. Et ça nous prouve d'ailleurs qu'il faut faire gaffe avec ça. Tu vois, un mec qui parle sur Twitter et tout le monde qui reprend. Faut faire très gaffe. T'es en train de me donner raison. Twitter est très toxique. Alors. Ah mais non, mais c'est très toxique. Merci. Et souvent, les médias dans notre milieu, ils font pas gaffe. Il y a un truc, c'est repris par plein de gens du milieu, on y va, on fonce tête baissée. Faut faire très gaffe. Je pense pas que ce soit le cas. Parce que sinon, ça serait un scandale depuis bien longtemps. Il y aurait d'autres types de journalistes. Il n'y a pas 100 combats qui ont laissé à penser qu'il y avait une fraude depuis le début de l'année. C'est une connerie. Et ce combat en soi-même, comme tu dis, si tu regardes que les images, tu penses pas à la fraude. Mais à un moment, James Krause, les lignes de Paris qui. Ah non, mais il a tout contre lui. Tu sais, c'est quoi la dernière fois qu'une ligne de Paris était descendue aussi abruptement à quelques heures d'un combat? L'ironie est extraordinaire. La dernière fois que c'est arrivé, c'est Mineur contre Noir Dambeke. C'est le combat truqué par Krause. Ouais. Donc non, mais il y a un truc. Les trucs de Paris, qui va pas, les trucs de Paris qui te remboursent, qui arrêtent le pari et qui ensuite remboursent. J'ai juste essayé d'avoir un avis objectif et de regarder. Je me suis vu en en anglais, en espagnol et sans son. Je me suis dit vas-y, je regarde. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message tout de suite. Je t'ai dit Alex, je suis pas super convaincu. Non. Mais après, ça c'est la forme. Le sportif. Mais sur le fond, non, ça c'est pas bon. Les trucs de Paris qui remboursent les mecs, c'est quand même une sorte d'aveu de on vous a escroqué les mecs. Donc ils ont vu une malversation, sinon ils se permettent pas ça. Et tu finis par l'UFC qui vire un mec le dimanche matin. Non, c'est pas bon tout ça. Autant l'arbitre, c'est des super signaux. Ouais, ça. Autant ça, il va falloir régler tout ça. Et en vrai, ça finira le truc là-dessus. Tu vois, je crois pas au grand truc tu sais que ça ferait 100 fights, ça ferait 25% des fights depuis le début de l'année. C'est un délire. Mais complet. non, ça c'est. Mais ça peut arriver dans ce sport-là. Après, avec les niveaux de salaire qu'ont les mecs. Des fois, les fins de contrat où c'est compliqué. Justement. Après, moi, j'en avais parlé avec Lionel Brézéfin, petite dédicace à lui. Il faudra découper le réel et le mettre sur la Fédé, ça. Et on avait trouvé ensemble une solution qui me paraît, en tout cas, maîtriser un peu le contexte. Je te la donne tout de suite, elle est simple. Je pense que tu peux laisser des lignes de paris sur les prélims et sur des combats moins importants, mais il faut limiter la somme. C'est-à-dire que, en fait, tu te dis, bah ok, cette ligne de pari-là, on sait que le revenu généré par les athlètes est bas. Donc, pour éviter une malversation, tu bloques à 300 balles par personne. Et tu peux même faire une double barrière. 300 balles par personne et 5000 au cumulé. Tu vois, quand la ligne de pari, elle atteint 5000 balles, tu arrêtes. Et tu laisses. Et je pense qu'aujourd'hui, les principaux fautifs, je sors ma Kalachnikov, c'est les boîtes de paris. Foutez-nous la paix. Les sportifs, c'est des sportifs. Et je pense que si eux, ils font bien leur travail, en disant, ben voilà, les lignes de paris, on les bloque. On laisse des très grosses sommes que sur les main event common où les mecs sont millionnaires et de toute façon, c'est plus compliqué. Je pense que c'est à eux de se structurer. Alors peut-être qu'ils vont devoir prendre plus de monde, mais ça, c'est leur problème. Mais moi, je pense que c'est eux les fautifs. Parce qu'en vrai, là,
là, tu as eu tellement de gros paris, donc a priori, juste avant, que les lignes font des yo-yo incroyables. Et que, donc ça se voit. Mais si tu dis, bah, ce combat, il est en prélim, Alex, on va limiter à 10 000 balles, admettons, par boîte. Oui, mais en fait, c'est là où je venais. Là t'es flag parce que c'est trop gros. Et que peut-être, je sais pas, c'est Bulgarien ou d'ailleurs d'autres, parce t'as raison, ça peut être des menaces, ça peut être des mecs un peu mafieux derrière, t'en sais rien de ça. Mais qu'on me fasse pas croire qu'il y a jamais un mec, les mecs qui sont payés 12-12, qui sait qu'il va sauter ou qu'il est pas bien ou qu'il est un peu blessé et qui va dire à sa famille, tu vois, mais pas une grosse somme, mais mets-moi 15 000 $ sur un pari à 2 contre 1 ou un machin. Au moins, on va prendre 30 ou 40 000 en plus, tu vois. Ce sera toujours ça de prix pour le beurre dans les épinards. C'est déjà arrivé. Il y en a eu partout des scandales sur des championnats en Europe, tu sais, en Albanie et tout. Il y a eu plein de scandales là-dessus. On le sait, c'est pas nouveau. Donc moi, je pense que c'est juste aux boîtes de paris, mais elles gagnent tellement d'argent qu'elles s'en foutent. Mais c'est à eux de régler ça. Ben tiens, tu fais un genre de, tu sais, comme en NBA, tu fais un genre de salary cap. Franchement, c'est pas très compliqué avec l'IA, Alex. Tu fais un salary cap. Tiens, telle équipe albanaise, elle gagne. Tu peux l'acheter facilement, l'équipe. Elle gagne pas beaucoup d'argent. On va limiter la somme sur ce pari-là. Tiens, tel fighter, regarde. Ils les ont en plus dans pas mal de commissions athlétiques. Ils savent très bien les revenus des mecs. Si tu travailles avec un salary cap et que tu bloques une ligne, ben voilà. Puis après, moi, je pense que la solution, elle est toute faite. Ce réel, vous, alors c'est pas Justine, c'est Arthur. À toi, Arthur, de découper ça correctement. Mais moi, je pense qu'il y a une solution que j'avais soumise à Lionel, que Lionel a soumis. C'est juste qu'effectivement, elle donne plus de travail aux boîtes de paris. Mais arrivé à un moment, je pense que c'est à eux de faire le nécessaire. Et les sportifs, ils sont pas là pour ça. Ils peuvent être menacés. Donc en fait, nous, on va rien changer là-dedans. Et quand je dis nous, je parle pas de Aldric Analyse, je parle du coach. Et mec du milieu entre guillemets des sports de combat. Je pense qu'il faut protéger les fighters et c'est aux boîtes de paris de le faire. Et t'as raison, c'est un sport trop risqué parce que c'est un sport individuel. Tu vois, même les arbitres, puisque certains là commencé à laisser entendre qu'il y avait des arbitres dans l'eau, c'est quand même vachement moins facile de truquer quand t'es arbitre un match de ça qu'un match de NBA. Par exemple. Là, si le mec te met KO au premier round, bah tu peux rien truquer. Surtout maintenant avec le retour vidéo, l'arbitre il est facilement évinçable. Tu vois. Par contre, le mec est seul dans la cage, seul à savoir ce qu'il ressent dans le corps. Ce serait même en vrai que des mecs aient fait ça pour des petites sommes, pour se mettre un peu de beurre dans les épinards vu les salaires qu'ils ont. Ce serait presque. C'est pour ça que je te dis, moi, l'angle, je suis content qu'on l'ait pris. C'est terrible, mais l'angle que je voulais donner à notre commu, c'était de dire, les gars, tirez pas sur Dulgarian, pensez dans la globalité du truc. Et il faut protéger les fighters de ça en mettant, à mon avis, un salary cap sur les paris. J'espère qu'on vous a offert une perspective sur tout ça parce que c'est hyper intéressant. On parle du reste de la carte en sportif quand même. Steve Garcia qui bat David Onama au premier round. Onama pas dedans. Voilà, qui se réaffirme comme un possible. Je pense qu'il va s'approcher. Ils étaient 12-13 là, donc je pense que ça va se rapprocher du top 10 pour Garcia. Peut-être que même qu'il va y rentrer. Mais plus important que la performance il se fait toucher vite. Onama, il se fait toucher très vite. Quand les mecs, tu les bascules d'un seul coup en main event, des fois. Psychologiquement, c'est pas facile. La pression, je suis d'accord. Ça se voyait qu'il était pas à l'aise Onama tout de suite. En plus, il prend un coup assez vite, il se fait toucher. Et en gros, Garcia déroule jusqu'à l'arrêt de l'arbitre. Quoi. Mais c'est une belle victoire pour Garcia. 13 c'était 13 contre 14, si je dis pas de bêtises. Bon, Garcia, il marque beaucoup de points. Onama, je pense qu'il y a, même si c'est pas un bébé, tu vois, c'est que sa 3e défaite, il a 31 ans et c'était surtout son premier main event. Et je pense vraiment que même si c'est un Apex, le fait que les projecteurs soient vers lui et que l'event, tu sais, la première fois que tu fais un main event, c'est la considération, même si c'est un Apex, c'est pas la même. Et je pense que ça a beaucoup joué dans ce combat. Garcia, belle boxe quand même. On connaissait ses qualités déjà, mais c'est un gars. Je pense qu'il peut s'installer dans le top 10. Je pense qu'il peut faire des choses. À voir. Moi, j'ai envie de voir la suite, mais oui, très clairement. Il a réclamé à la caméra quand il repartait, il a demandé Max Holloway. Bon, ça n'arrivera pas pour BMF. Voilà. Calme-toi un petit peu. Et puis de toute façon, il est plus dans la KT, Max Holloway, on va pas te mentir. Et par contre, il a demandé Josh Emmett. Ça me plairait. Ouais, j'aime bien aussi. 2 lanceurs de parpaing comme ça me plairait. Ouais. On lui parlait de Zalal ou Emmett et il dit je préférais Emmett parce que on va plus vendre avec Emmett qu'avec Zalal. Surtout pour lui, et puis c'est moins dangereux. Il sait qu'il n'y a pas de takedown avec parce que Zalal c'est ce qu'on va dire. Même si j'ai dit la dernière fois que j'étais pas extrêmement convaincu parce que c'est allé trop vite, c'est très fort Zalal. Ouais. On n'a jamais dit le contraire sur cette chaîne. Mais intéressant, c'est un combat qui me plairait bien pour la suite. Pour Steve Garcia. 6 soumissions en 13 combats, je l'ai dit, c'était une soirée très grappling oriented. Elle était rigolote. T'as parlé de la victoire ça c'est une décision de Jeremy Wells sur Themba Gorembo. Même là, c'est pas mauvais, il y a des takedowns. En fait, ils ont essayé de Vraiment, on aurait dit un combat de MMA d'il y a 10 ans en arrière. Un striking pas mauvais, mais peu nombreux en termes de volume. Des super takedowns avec des séquences de sol intéressantes, des scrambles et tout. C'était, alors, à mon avis,
J'espère pas parce qu'il est très sympathique, Themba Gorimbo. Moi, je le connaissais depuis l'Afrique du Sud où j'avais roulé avec lui. Je m'étais entraîné avec lui en grappling sur quelques sessions. Très sympa. Mais à mon avis, on n'est pas loin de la fin là parce que le run il commence à être compliqué. Je crois qu'il est. Alors, il est que à 4-3, mais on est sur 2 défaites d'affilée là. Donc, ça commence à être un peu compliqué. J'espère qu'on le reverra. Pour info, c'est lui qui avait eu la maison offerte par The Rock il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant de ça. Ouais, je Mais pense c'était 2 ans. pas. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah tiens, d'ailleurs, en te parlant, je viens de me rendre compte que Delval de Dulan, c'était le deuxième combat de la main. Oui, c'est sur la main. Ok. Oui, c'est vrai que J'avais tout à l'heure, pris mon tête, mais je t'ai pas réagi, Ouais, mais c'est c'est pas sur la grave. main. C'était C'est pas pour ça très qu'il grave. était sur RMC d'ailleurs. Juste. On l'a eu en diffusion. Charles Radke, Ouais. qui soumet Daniel Frunza, c'est Round 3. enfin il Juste à obtient. la fin, 30 secondes de la fin. Hein. Ouais, et puis c'est une black belt aussi, Radke, Ouais. et il avait plutôt fait parler les points à l'UFC. Là, il obtient une soumission, donc c'est Pareil, cool pour lui. intéressant à regarder ce combat. Ouais. Un beau petit coup à voir. Alan Nascimento. Oui, on est d'accord. Mais en plus, cette soirée, elle était très imprégnée. Shoot et box, Nova Union. Puisqu'il y avait, ils ont été en opposition même sur, on en parlera en prélim, sur Norma Dumont, Kathleen Vera, il y avait José Aldo, il y avait Dédé Perneras, il y avait les mecs de Shoot et Box avec Charles Oliveira. Elle était très imprégnée, je dis ça parce que Alan Nascimento, il est Shoot et Box maintenant. Et Nascimento a un anaconda sur Cody Durden. Propre. Hein. Propre, de fou. Quand le MMA, ça c'est beau le MMA quand c'est comme ça. Un peu comme à l'image, pas la même chose, hein, mais un peu à l'image d'un Jourdain. C'est-à-dire que tu travailles avec tes points, même si faut travailler encore à la Shoot et Box. Nascimento, hein. Debout c'était quand même plus dur. Oui, Même c'est si plus ce compliqué. contre en coude est absolument fabuleux, école Muay Thai parfait. Sur le reste du combat, il ramassait Après, un peu contre Durden. Hein. Il ramassait. J'ai vérifié, Eldrick, 16e soumission en carrière. Enfin, tu sais ce qu'il Non mais c'est une très grosse black belt. C'est le gars, tu sais ce qu'il Mais fait. t'imagines que Voilà. là, il a ouvert le combat sur son coude. Parce qu'en fait, le combat, il est en train de le perdre. Globalement, debout, il tente pas de takedown. Et d'un seul coup, il sort ce coude magistral. Durden touché, il shoot. Et il verrouille l'anaconda. Merveilleux. Ouais. C'est beau le MMA quand c'est comme ça. Tu vois. D'ailleurs, performance de la soirée pour lui. Waldo Cortés Acosta l'a eu aussi. Steve Garcia l'a eu aussi. Et le dernier, il est pour un qu'on va parler un tout petit peu après, c'est Dante Johnson qui faisait ses débuts après les Contenders. En remontant des trucs que j'ai notés, moi, Billy Elecana qui met son étranglement arrière sur Kevin Christian. Là, j'ai un problème, Aldric. Tu as trouvé que je tape trop sur eux. Et l'arbitre, il voit pas le tape, quoi. C'est-à-dire qu'il finit inconscient parce que l'arbitre voit pas qu'il abandonne, quoi. Ouais, mauvais angle. Alors, ça peut arriver parce qu'on sait le MMA c'est difficile. Parfois, t'es pas dans le bon angle, mais ça c'est dur à voir parce qu'il tape, quoi. Il tape et ça se voit pas par l'arbitre. Mauvais angle de vue. Et ça peut, on est d'accord que quand tu finis inconscient, c'est jamais bon pour toi. Ouais, c'est hein. pas terrible. C'est jamais bon, quoi. C'est quand même, si on peut éviter, on évite. Surtout que là, c'est pas lui qui a voulu, qui a pas voulu taper, tu vois. Si le gars il veut pas taper, c'est ses responsabilités. Mais là, effectivement, l'arbitre il était pas super bien placé. Dante Johnson, j'en parlais, qui guillotine Cédric Esdoumas au round Non mais 2. alors attends. Il faut stopper 2 secondes. On stoppe 2 secondes. Personne ne parle de ce qu'a fait Dante Johnson. Mais le mec, il voulait vraiment rentrer à l'UFC. Il s'est présenté en poids lourd au Dana White Contender. Donc il éteint un mec en poids lourd. Et derrière, il descend à 84. 84. On lui met Dumas. C'est pas un cadeau, Dumas. Non. Franchement, Cédric Dumas, c'est pas le je meilleur vais faire mec une à tes loin de caricature, là, mais mais- c'est quand même un mec dur. Bracelet électronique, membre de gang. Tu le sens, sa dureté sur le combat. C'est un mec solide quand même, tu vois. À 84, il faut le regarder, Ouais. Dante Johnson. Hein. 7-0 en carrière maintenant. Il avait 6 KO au premier round avant. Maintenant, il a une soumission pour ses débuts à l'IFC. Il tabasse, À hein. suivre, Mm. à suivre, Aldric. Ouais. Parce que à ce poids-là, il peut être un problème dans cette division-là. Ouais. Ça tape fort, ça Mais a du Est-ce que jeu. quelqu'un avait déjà fait ça? T'arrives à l'UFC en heavyweight enfin, et tu moi, vois. Moi, j'ai pas de. Mais Moi, je l'ai fait avec Virgil Hogan, mais sur ses débuts. Il a fait son premier combat en poids lourd, on a fait le deuxième à 93, tu vois, le troisième à 84. Mais là, à l'UFC, c'est une pure dinguerie. Entre Dana c'est White folle. et. C'était en août. Ouais. Hein. Non, mais c'est en fou ce qu'il a fait. Non, je suis assez d'accord. Et puis, je te dis, ça tape fort. Enfin, il Ouais. a prouvé depuis Moi, son je début veux de voir. carrière. Il y Là, a du jeu de grappling. Ateba Gauthier qui arrive à l'UFC, enfin qui arrive, qui commence à. Les rookies à 84, ça Ouais. commence à être fort sympathique quand même. Non, soyez pas étonnés si Ah, vous ouais. réentendez le nom très vite dans cette caté-là. J'ai vrai problème possible. Ouais. Dante Johnson. Puis Et il est athlétique à 84. Hein. Et sa petite guillotine pour finir, enfin, c'est propre, il mérite son bonus de performance. Ouais. Et dernier que j'ai noté de la soirée, c'est Norma Dumont, c'était le combat, on a dit, 3 contre 4e chez les moins de 61, et c'était en début de prélim, c'est terrible parfois. Ouais, et pourtant c'était un sacré choc. Norma Donc, Dumont qui prend split décision Ouais. sur Kathleen Vieira, et donc il va se rapprocher du title shot, puisque au-dessus d'elle, il y a Juliana Peña, Raquel Pennington, alors on sait qu'il y a Amanda Nunes qui va revenir, mais si Nunes revient pas tout de suite, c'est elle. Hein.
Ouais. c'est elle qui va avoir le title shot. Après, il est intéressant. Alors déjà, le combat, il est mythique. José Aldo d'un côté, Charles Oliveira de l'autre, Chute Box Nova Union. Magnifique. Absolument magnifique. Ça, cette opposition. Et t'imagines quand même le Brésil. Heureusement qu'il y a le Brésil. S'il n'y a pas le continent brésilien, il n'y a pas de femmes, y a pas de catégorie féminine. Ouais, c'est fait. très, je suis d'accord. Ils sont pourvoyeurs de talent dans 52, 61, 57. Il y en a partout des Braises. Ouais. Et c'est un combat intéressant parce que, alors, c'est pas le combat le plus spectaculaire de la Terre, mais tactiquement, il me plaît beaucoup. On voit qu'il y a vraiment deux grands coachs à la baguette et c'est tactique, tu vois. Et Dédé Perneras, même s'il vient du Muay Thai, tu vois que Nova Union aujourd'hui, c'est pas du tout du Muay Thai. Parce qu'en fait, Ketlen Vieira, elle est un peu gênée par le style de Norma, qui a un style un peu Sanda, Kung Fu, tu vois un peu. C'est pas le même style de Muay Thai que Ketlen. Ça gêne, parce qu'elle fait pas mal de gestes, de mouvements de tête et tout. Donc elle se dit, ok, le chemin, il est vers la lutte. Très intéressant. Mais, notamment sur le round 2, après pour moi, le premier et le troisième, ils sont très clairs. Elle fait tomber, mais sans mettre de frappe, tu vois. Et il y a 2 des 3 juges qui ne se laissent pas avoir par ça et qui mettent quand même Norma devant. Alors, il est intéressant d'un point de vue jugement. Ouais. Très honnêtement, il n'est pas super spectaculaire. Non, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Parce que Ketlen, elle favorise le lay and pray et que Norma, elle défend pas bien la lutte. Hein, il faut reconnaître. Hein. Norma Dumont, même si moi, c'est... Et j'en parlais avec Nora, à qui je fais une dédicace Cornol, qui attendait ce combat aussi pour l'analyser et le regarder, qui était très intéressant. Norma, elle a montré de très belles choses debout. Elle n'a pas montré de très belles choses en défense de lutte. Et moi, ça ne me plaît pas, ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est une semi-victoire. Quand tu gagnes, et je disais la même chose dans mon analyse de Mackenzie, tu vois. Moi, pour moi, une victoire, elle doit être dans la domination technique. C'est-à-dire que ça peut être serré au niveau du volume, du nombre de frappes et tout, mais si tu te fais amener elle au a sol, juste été la chercher. Quoi. Si tu te fais amener au sol et que tu n'es pas capable de générer un scramble ou le coach que je suis est gêné par ce genre de victoire. Néanmoins, elle a gagné. Il ne faut pas qu'elle tombe sur Kayla Harrison. Pas du tout même, parce que quand tu vois ce qu'elle a fait en lutte, ça n'ira pas. Néanmoins, elle est intéressante, Norma Dumont. C'était un combat intéressant. Je suis d'accord, et je te dis, ça sent le... Alors, si le scénario normal se passe, c'est Nunes. Il y aura peut-être même une Shevchenko qui montera. On va voir ce qui se passe dans les mois d'après. Mais elle est là. Ouais, Norma Dumont, là, voilà, elle est là, en attente. S'il y a une possibilité qui s'ouvre pour aller prendre Kayla Harrison, elle est là et elle sera présente pour répondre à ça. Et, tu parlais des Braises, mais il y avait Talita Alencar. J'ai aussi noté quand même sa soumission sur Ariane Carnelossi. Elle passe à 3-1 à l'UFC. C'est chez les moins de 52, ça va commencer à se rapprocher du top 15 peut-être. Hein. C'est pas des catégories hyper fournies. Sans le Brésil, il n'y a pas de catégorie féminine. Ouais. Donc bonne petite soirée en vrai. On a eu des gros débats sur des trucs pas foncièrement exactement sportifs, mais super soirée à vivre. Ouais, on s'est plutôt amusé. Puisqu'on parlait d'Orbdin et d'Aipoc quand même, on note que Orbdin, je sais pas si tu as vu dans la semaine, il a fait une interview pour dire que c'est ce mardi là, ils font une grande réunion pour voir ce qu'ils peuvent faire contre les Aipoc. Donc la situation Ghana-Spinal va peut-être quand même donner des matières à avancer et à réfléchir sur des trucs. Les Japonais, ils ont solutionné le problème, mais c'est pas une bonne solution. Faut se parler franchement. Les Japs, ils ont ce gant qui est un petit peu incliné, qui te laisse à peu près la main comme ça, qui est bien, mais qui est trop gros. Ouais, c'est trop 8, lourd. ça fait de l'équivalent d'un 8 ose, ça fatigue les bras. Sur des projections à 5 l'appréhension, elle est plus difficile. C'est pas très bon. Il y avait, et ça je l'ai gardé, moi j'en ai un. Vous ne savez pas où j'habite, donc vous ne pouvez pas me cambrioler. Mais moi je sais. Moi j'ai gardé ce gant qui avait été interdit par Dana et qui avait coûté, je crois, 2 ou 3 millions d'euros dans la conception, qui était censé le gant pour révolutionner. Et oui, effectivement, il avait tendance à t'orienter un petit peu les phalanges vers l'avant. Mais John Jones l'aimait pas. John Jones ne l'aimait pas. Je sais pas pourquoi. Mais surtout Dana, lui, je pense que Dana vraiment, il s'en fiche de ce que John Jones pense. Il a regardé la data. Quand on lui a donné une data, moins de KO, de KO, il a tout de suite supprimé ça. Après, c'est dommage parce que moi, je trouve, et je suis pas, attention, je suis pas mathématicien, mais que sur 2 mois et demi, 3 mois, c'était peut-être un peu court parce qu'il y a quand même une question d'enjeu. Tu peux pas faire des chiffres stricts sur 3 mois. Mais comme l'UFC, ce qui les fait vivre, c'est le broadcast. 3 mois. Et c'est les Américains en plus, direct. Bim. On va pas attendre 2 ans de data pour vérifier. Après, ils ont légèrement rechangé les gants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus... On nous a dit, oui, ils ont remis les anciens gants. Non, c'est pas vrai. J'ai pareil gardé les gants de Manon qu'elle avait pour Vancouver. Et d'ailleurs, celui d'avant aussi, contre à Montréal, Shevchenko, ils sont plus fins. Ok, donc il y a eu quand même une mini-évolution. Il y a eu un petit changement quand même. Il y a quand même un petit changement. Néanmoins, je sais pas. Je vois pas la solution parce que incliner les phalanges, ça demande de mettre plus d'épaisseur.
plus d'épaisseur va redéfavoriser le KO. Est-ce qu'il y a vraiment une Non, solution? je sais pas si. Peut-être que c'est arbitral aussi. Hein. Dès que tu vois les mains comme ça, tu avertis immédiatement en passif et au deuxième, tu as un point en moins. Voire point de déduction tu vois, assez vite. La police du mouvement. Hein. Mais je pense que c'est un peu ce qu'ils ont dit. On va faire un grand meeting parce que pour voir si on peut faire des choses en fait. Et peut-être qu'en effet, déduire des points tout de suite va permettre de calmer les trucs. Herbdin, dans la même interview, il dit quand même que la plainte de fighters qui, après leur carrière, viennent lui dire c'était hyper intentionnel ce que je faisais à chaque fois sur les high poke. Je pense qu'il y en a qui le font exprès. C'est marrant, c'est que t'en as plein des high poke très souvent à l'UFC ou en MMA. Mais quand c'est pour la ceinture des lourds, avec la conséquence que ça a, no contest, ça entraîne vachement de débats, de réflexions. Tu sais que Megan Olivier, elle a dit que les mecs qui faisaient, donc des grosses commentatrices de l'UFC, elle a dit si des mecs multiplient ça, il faut les cutter de l'UFC. Donc les débats vont très loin, hein, mais je pense depuis ce combat-là. Il faut analyser. C'est-à-dire que est-ce que c'est récurrent? Est-ce que ça t'arrive une fois dans ta vie? Il faut mettre de la data dans tout ça. Et je pense que c'est bien qu'ils prennent ça en main et qu'on regarde. On fait une rapide, parce que je sais qu'on va devoir libérer bientôt le studio, Eldrick, mais une rapide preview de l'UFC Fight Night qu'on fera en review la semaine prochaine, bien sûr, avec notre grand preview de l'UFC 322 à New York. Mais c'est encore à l'Apex de Las Vegas cette semaine. Le main event, c'est Gabriel Bonfim, numéro 14 chez les welterweight, face à Randy Brown, qui vient de battre Nicolas Dalby, qui est la seule défaite de Bonfim à l'UFC. C'est ça, non mais c'est les sympa petites ce combat. Ouais, combat très sympa. C'est pas une nouvelle fois, c'est pas le main event le plus sexy qu'on a eu de l'année sur le papier, mais le combat peut être très fun, Aldric. J'aime ces cartes où ça peut être cuté, où les mecs ils ont un petit peu le couteau sous la gorge. Et en plus là, par rapport à cette semaine, il y a des acteurs encore plus spectaculaires. C'est-à-dire que les mecs, il y a de la pression, parce que c'est souvent des deuxième, troisième, voire quatrième combats des runs avec des newcomers. Mais il y a des mecs qui montent. Il y a des mecs spectaculaires, on va y venir. Si tu veux, je te déroule un peu la carte. Alors, le co-main, c'est flyweight, mais c'est quand même pas mal. Schnell contre Morales. Ouais, deuxième combat pour Morales. Et Schnell, victoire d'un combat, mais 3 défaites sur les 4 derniers. Donc, pareil, tu as un mec sous pression, comme tu disais, et un mec qui monte. C'est ça, tu vois. Dans une KT Morales, spectaculaire. Il finit. Il met pas de KO, mais il finit au sol. Ouais. Il a pas mal de victoires, triangles. Je crois qu'il a 2 ou 3 triangles en carrière, des étranglements arrière, des clés de... Il est intéressant. Schnell. Muslim Sadikov. C'est un régal à regarder. Ouais. Franchement, Uros Medic. Ça va s'envoyer fort. Ouais, je valide de suite. Ismaël Bonfim, 2 défaites. Tu me le disais tout à l'heure, elles sont pas... C'est Sadikov et Benoît Saint-Denis sur les 3 derniers. Entre les deux, il y a Vince Pitchell qui n'est pas la meilleure victoire Nazim, possible. Par contre, pas d'amalgame, c'est Nazim, celui qui va affronter Fares. Exactement. Donc, c'est pas Muslim. Tu vois, tu as perdu contre 2 mecs. Un, il est top 15 et un, on a dit dans le Jab Culture qu'il va être top 15 et qu'il le mériterait peut-être. Il n'y a que Fares qui peut l'arrêter temporairement, mais mal après Fares, même s'il perd, il va être top 15. Donc, c'est des défaites, machin, mais c'était quand même sur une dynamique où il faut reprendre un peu une dynamique plus positive. Et en face, tu as Chris Padilla, qui a vaincu à l'UFC en 3-0. Sa dernière victoire, c'était contre Herbert. Donc, on est une nouvelle fois sur un truc, des mecs dans une dynamique un peu moins bonne et un mec qui monte. C'est ça. Ça peut être spectaculaire. Très intéressant. Les 2 bons films, donc, sur la main card. Ouais. C'est la soirée bon film à l'Apex, Aldric. Du Rikishi Simon Raoni Barcelos. Ouais, intéressant. Aussi, hein. Chez les Bantams. Ouais, c'est cool à voir. Duncan aussi. Ouais. Duncan en main card à 84, l'ancien champion du monde IMAF contre Marco Tulo. Waouh! Mais ça, Alex, les gens ne se rendent pas compte. C'est un banger. Ouais, non mais la carte, elle va être trop cool. Ça, c'est pas un combat sympa. C'est un banger. Marco Tulo, c'est un assassin. Petit rappel, ça va pas trop... nous, Français, ça va pas trop nous plaire. C'est le gars qui avait battu Mathieu Leto Duclos au Dana White Contender. C'est un assassin. C'est-à-dire que ce mec-là, il est arrivé à l'UFC derrière. Il finit ses 2 combats contre Poteria et Teresa Ngor par KO. Round 1, round 2. C'est un tueur à gages, mais vraiment... pareil, shoot et box Diego Lima, donc je pense qu'à mon avis ils sont restés à Vegas, hein. Charles et compagnie ils sont tous restés là. Bah oui. Ils enchaînent ils vont faire la semaine, hein, Aldric, tranquille. Et là on a un banger parce que Duncan il est sur une bonne vibe, c'est l'ancien champion du monde IMAF, il est très technique, il est sur un très très bon ratio, il est sur 2 victoires même si elles sont un peu moins nettes, mais là il prend un tueur. Ce combat est une dinguerie. Je te jure, tu sais, quand je préparais le conducteur, je savais qu'on aurait moins de temps pour cette preview-là et qu'on en parlerait plus en débrief la semaine prochaine. Mais plus je déroulais la carte, plus je notais des trucs parce que je me disais, mais attends, ce combat il est cool, ce combat il est cool, ce combat il est cool. J'ai du Adrian Yanez, Christian Quinones, c'est cool aussi. Toujours en bantam. Jamal Emers, Sider Amil. Peut être sympa aussi. Ouais, même si Amil il a perdu son dernier combat, c'est toujours la même chose. Ouais, ces mecs t'as des dynamiques. Ils sont sur une défaite, ils veulent revenir, tu vois. Puis ça peut être des combattants sympas à voir. Il y a le duel
les ex-adversaires des Françaises, Aldric. Ouais. Mera Bueno Silva contre Jacqueline Calvacanti. C'est numéro 10 et numéro 11 du top 15 chez les moins de 61 kg. Donc c'est un combat qui compte pour le classement. Donc c'était Manon et respectivement Manon et Nora Cornol pour les anciennes adversaires. Bon, c'est pas la même, t'as vu, c'est pas la même courbe là. Non. On a Calvacante qui est pas mal en Ouais. plus. Qui est sur une hype de fou. Je crois qu'elle est sur 7 victoires d'affilée. Calvacanti, là, c'est pour rentrer, c'est pour se faire Ouais. son run et rentrer dans le top 10. Et Mera, Voilà. elle peut être cut. Franchement, pourtant, ça n'a pas à rougir. Hein. Pennington, Chiasson, Jasu Davicius, il y a pire comme adversaire, mais ça fait 3 défaites. Et je pense que si elle perd, elle est cut. Donc pareil, très intéressant quand même, parce que on sait que Calvacante, c'est très technique, c'est posé, ça se déplace bien, anglaise propre, et derrière ça, et ça c'est lutter. Derrière ça, sur le papier, elle doit gagner, sauf que Bueno Silva, c'est sa dernière chance. T'imagines, après avoir fait une ceinture contre Pennington, quelques mois après, enfin, ça fait 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, elle peut être cutée de l'UFC. Ouais, je suis d'accord. Donc, hyper intéressant. Ce sport est dur pour ça, Aldric. C'est C'est vraiment un combat, ce sera impossible à faire techniquement, mais tu vois, ce combat-là, ça devrait être Manon Fiorot, Nora Cornol au commentaire sur RMC. Ce serait cool. les souvenirs des anciennes combattantes, tu vois. Et une nouvelle fois, combat de femmes rankées, qui sont dans le top 15, en prélim. Ça fait quand même plusieurs fois que ça arrive. Hein. Je te dis, bon là, cette prélim, cette main card, elle est solide. Ouais. Mais on peut pas leur... je critique sur le papier, mais sur la forme, donc, mais sur le fond, je leur donne raison sur l'event de cette semaine. On parlait de spectacle et je vois ce que tu veux dire. Josh O'Kitt, le poids lourd qui arrive des Dana White contre RC, contre Mac Giminis, le poids lourd. Donc, oui, on sait, c'est un psychopathe. Et on va pas suivre ce qu'il dit dans la vie de tous les jours. Mais j'en sais rien, moi, ses opinions politiques. Ce que je sais, c'est que c'est un athlète de très haut niveau, qui a fait de la lutte en université et qui a été champion, qui a été sportif de haut niveau en NFL. Donc c'est absolument fou. Ses débuts au Dana White étaient dingues. Et là, on le retrouve pour ses débuts à l'UFC contre Max Gimenez qui est sur 2 victoires à l'UFC. Qui fait ses débuts à l'UFC, qui est sur un run de 2 victoires, qui est un grappleur de très haut niveau, qui a perdu contre Nick Rodriguez, mais qui avait fait un round complet avec. Donc un très intéressant combat. Et enfin, juste, on note le Suisse Robert Valentin, que vous avez connu, qui est passé par l'ARES. Il a affronté Virgil Hogan à l'ARES. Qui affronte Jackson McVeigh. Il est à 3-0 UFC. La dernière, c'était contre Théba Gauthier. Ça, pareil, ça peut être la fin. Ça, c'est un combat serait pour presque survivre. logique que ce soit la fin. Il prend son adversaire, Jason McVeigh, qui est sur une défaite aussi. Qui est en fin de run à l'UFC. Il est sur une défaite directe avec 2 combats cancel. Ils n'aiment pas l'UFC, ça. Donc, malheur au vaincu. Ouais, tout à fait. Et en rendez-vous, on a fini sur la preview de ce UFC, mais en rendez-vous juste à noter pour ce week-end, c'est vendredi ça, l'Hexagone MMA 36, ce sera en Hongrie. Je vais pas te dire, allez, je la tente, la ville. Székesfehérvár. Je pense que j'ai bouché totalement le nom. Mathieu Leto Duclos, qui défend son titre des moins de 84, ce sera contre Moachir Rocha, qui était cette personne, hein. Dernière défense de Virgil Hogan à l'ARES, c'est le spécialiste. Le mec vient faire des ceintures contre des Français dans des orgas françaises. Mais attention les gars, attention, commencez pas à dire il prend un peintre, c'est pas un peintre. C'est pas parce que Virgil l'a battu, ce mec-là est solide, c'est un bon striker, donc contre Mathieu Leto Duclos, ça peut être un très très bon combat. On a Norbert Noveni Junior contre Madalavin Pirovoulescu, c'est le common event, mais surtout ce qui est intéressant, c'est juste parce que ça nous permet de faire l'annonce, c'est le quart de finale, le premier du tournoi à moins de 84 à 100 000 € vainqueur. Hexagone en a annoncé 2 pour l'an prochain. Moins de 84 et moins de 70. Donc c'est le début de ce tournoi avec le local Noveni Junior. On en parlera ça. Hongrie. Pareil, oui. On en fait un petit encadrement. On en parlera dans quelques semaines, même pas quelques épisodes là, de ce tournoi 70. Très intéressant à 70 ce tournoi-là. Et on a les débuts pro de Lina Hamouche côté français. Sinon c'est beaucoup de Hongrois. Hein. C'est pas la carte la plus française de l'Hexagone. Mais Lina, faut regarder. Titré IMAF à de nombreuses reprises. Début pro très attendu. Mais voilà, si c'est pour suivre les combattants français, c'est pas la carte d'Hexagone qui aura le plus de monde là-dessus. Mais en tout cas voilà, c'est rendez-vous vendredi en Hongrie. Et j'ai terminé avec une dédicace. Aldric, tu l'as vu à l'octagone, le mec qui prend 4 downs en 20 secondes et l'arbitre qui intervient pas. Déjà, folie furieuse de l'arbitre. C'est Radek Roussal qui met KO Corey Fry. Et puisqu'on parlait de psychopathe, allez voir les tatouages de Corey, parce que je sais que tu adores les tatouages. Tu montres à la caméra ton nouvel aigle là. Phoenix qui renaît de ses cendres. Radek Roussal qui met le KO. Je peux te dire que tu vois certains des tatouages. J'ai pas les voir. Là, on est sur du haut niveau de nazisme. Voilà, on va être clair et net. Du très très haut niveau. Merci Aldric. On a encore une belle émission qu'on s'est fait. On a pu avoir le spectre de tous les sujets. On se retrouve dans Jab Culture cette semaine. On vous l'a dit déjà, on va faire
un débriefing complet des Dana White Contender Series de cette année, tous les gros talents que vous pourrez découvrir. Et il y en a beaucoup. Et on se retrouve bien sûr lundi prochain pour Aldric Anerbi avec la grosse preview UFC 322, Benoît Saint-Denis, de Benel Dariush, on en parlera beaucoup. Et puis bien sûr, notre ami Islam Makhachev, Jack Della Maddalena et Valentina Shevchenko, Zhang Weili. Merci Aldric, merci à tous et à très vite sur Jab Life. Ciao, ciao.